Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pamela Carzon, que nous connaissons par son association Dauphins de Rangiroa et dont nous avions aussi entendu parler dans les épisodes du podcast avec Fabienne Delfour et Éric Clua, qui étaient les directeurs de thèse de Pamela. Car Pamela a brillamment soutenu une thèse à l'École pratique des hautes études en juin dernier, et c'est donc aussi pour ça que nous l'accueillons aujourd'hui. Bonjour Pamela, et félicitations pour ton brillant travail et ton titre de docteur. Bonjour Lucie, bonjour Gabin, merci beaucoup pour tes félicitations, c'est très gentil. Avant d'aborder ta thèse, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours? Alors donc je m'appelle Pamela Carzon, j'ai 42 ans, j'habite en Polynésie française, dans un archipel qu'on appelle l'archipel des Tuamotu, le plus grand archipel de Polynésie. Et au sein de ce grand archipel, j'ai la chance de vivre aussi sur le plus grand atoll de Polynésie, qu'on appelle Rangiroa. C'est vraiment un anneau de terre, on est au cœur de l'océan Pacifique Sud tropical. Il y a de l'eau de tous les côtés. Quand on regarde côté lagon, il y a de l'eau jusqu'à perte de vue. Quand on regarde côté océan, il y a de l'eau aussi partout. Je suis arrivée en Polynésie il y a maintenant plus de 17 ans. J'ai commencé dès le début à travailler sur les mammifères marins, alors pas forcément avec un background scientifique à la base, même si j'avais quelques études quand même scientifiques à mon actif, mais plutôt dans un cadre associatif. On avait à l'époque, avec le papa de ma fille, avec des amis également, cofondé une association, le groupe d'études des mammifères marins. Et à travers cette association, on avait lancé des suivis de différentes espèces de mammifères marins en Polynésie, notamment les baleines à bosse, autour de différentes îles, dans différents archipels, les grands dauphins à Rangiroa. Donc ce suivi-là a commencé en 2009. On travaille également dans l'archipel des Marquises, qui est un endroit très 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 intéressant en termes de présence et d'abondance de différentes espèces de mammifères marins. Et j'ai eu l'opportunité, c'était en 2014 ou 2013, je ne sais plus exactement, de rencontrer sur Tahiti le docteur Éric Clua, qui lui est plutôt un spécialiste des requins, qui à l'époque travaillait au commissariat de la République. Il était responsable de la recherche, si je me souviens bien. J'espère que je dis pas de bêtises. Et qui m'avait proposé en fait de valoriser un peu le travail qui était fait maintenant depuis des années sur les grands dauphins de Rangiroa à travers ce qu'on appelle un diplôme de l'EPHE. L'EPHE, c'est l'École pratique des hautes études. C'est un établissement qui est basé à Paris et qui permet en fait à des personnes, notamment comme moi, qui étaient déjà dans la vie active, qui avaient déjà en plus un enfant, puisque j'ai une fille qui a ton âge, Lucie, de reprendre des études pour valoriser un petit peu ce qui est fait, là en l'occurrence ce qui était fait sur les dauphins de Rangui. Donc j'ai fait ça sur 3 ans, co-encadré par Éric et par le docteur Serge Plane aussi, qui était à l'époque directeur du CRIOB, le Centre de recherche insulaire et observateur de l'environnement, basé à Moorea, où tu as fait ton stage du coup, Lucie. Et j'ai fait ça sur les paramètres démographiques et l'organisation sociale de la communauté de grands dauphins de la zone de Tiputa à Rangiroa. On reviendra dessus, hein. C'est peut-être me poser des questions là-dessus. Et suite du coup à la soutenance en fait de ce diplôme de l'EPHE, qui est un peu comme une mini-thèse en fait, Éric m'a demandé si j'étais intéressée pour poursuivre sur une thèse de doctorat avec l'école doctorale de l'EPHE toujours. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, je pense à l'époque, la quantité de travail et d'énergie que ça allait impliquer, surtout en ayant une famille à côté, une vie de couple, un travail, etc., etc. Mais j'ai dit oui, sans trop réfléchir. J'ai demandé à Éric si c'était possible d'être co-encadré par Fabienne Delfour, du coup le docteur Fabienne Delfour, que vous avez également interviewé, qui a accepté. Et voilà, donc je me suis lancée dans ce parcours de thèse qui a duré 6 ans, puisque je l'ai faite à temps partiel. J'ai eu la chance de pouvoir la faire à temps partiel, avec en gros 3 ans dédiés à la collecte intensive de données sous-marines, dans le cadre notamment d'interactions entre dauphins et plongeurs, mais on reviendra dessus également. Et la deuxième partie de cette thèse, en fait, dédiée vraiment à l'analyse de ces données, analyse des vidéos, analyse statistiques, rédaction du mémoire, rédaction des papiers scientifiques soumis à des revues, etc. Préparation de la soutenance, qui a eu lieu en juin 2024 à l'université de Perpignan. Pour terminer de répondre à ta question, avant ça, j'avais pas forcément un profil très scientifique. J'ai un parcours assez atypique en réalité. Mais à la base, bon maintenant ça n'existe plus, hein, parce que moi maintenant je suis plus toute jeune non plus, j'ai une quarantaine d'années. J'avais fait un bac littéraire. Je sais que ma fille, là, elle est en HPL, Humanité, Philosophie, Littérature. Donc ça doit être à peu près l'équivalent de ce qui était à l'époque, je pense, le littéraire.
Et puis j'étais partie, j'avais une licence en langue étrangère appliquée, en anglais et en espagnol, donc rien à voir. Mais les langues étrangères, c'est toujours utile quand même. J'étais quand même bien contente d'avoir fait, ce parcours universitaire parce que c'est très utile, surtout quand tu veux voyager. Et après j'avais, fait une reprise d'études, scientifiques, à l'université d'Orsay, donc c'est pas très, très loin de chez vous en réalité, hein, Ouais. pour avoir une équivalence justement pour pouvoir reprendre un cursus scientifique, voilà. Et ça a été, je pense, la plus belle année d'études, enfin avant évidemment la Polynésie, le PHE et compagnie, la plus belle année d'études de ma vie puisque alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, le campus d'Orsay, mais je trouvais que c'était vraiment un endroit fabuleux avec des gens passionnants. Voilà, j'ai vraiment rencontré des gens passionnants là-bas, des chercheurs, des profs et tout, ça m'a beaucoup motivée, alors même si c'était pas un parcours évident, mais en tout cas à continuer, dans les sciences, quoi. Avant de rentrer dans les détails, peux-tu nous présenter ta thèse et les méthodes mises en œuvre pour la réaliser? Alors cette, thèse de doctorat, c'était un travail, on va dire, en 3 grandes parties. À la base, alors ce qui est intéressant aussi à travers le travail de thèse, c'est que tu acquiers une méthodologie scientifique. Tu acquiers aussi une vision du monde plus basée sur, le doute peut-être. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. J'ai pu bénéficier en plus de l'expérience et des compétences de mes codirecteurs de thèse. Donc ça a été, extrêmement enrichissant. Et donc ma thèse, en gros, l'intitulé de ma thèse, c'est, «Réponse comportementale de grands dauphins en milieu naturel aux activités de tourisme plongée». J'ai travaillé d'une part sur les risques associés aux interactions proches entre êtres humains et dauphins en milieu naturel. Alors pas que dans le cadre de la plongée sous-marine, mais vraiment de manière générale. J'ai essayé de faire un état des lieux sur 70 ans en fait de, tout ce qui avait été, observé, écrit dans un cadre scientifique, un scientifique, j'allais dire publié ou ce qu'on appelle la grey literature, sur les risques associés donc à ces interactions proches, pour comprendre en fait, le contexte global dans lequel s'inscrivait, le travail fait ici sur les dauphins haranguis. Donc à partir de là, on a, dressé des cartes de distribution en fait, de ces endroits dans le monde où il est possible où il a été possible au fil de l'histoire, hein, depuis 70 ans et où il est aujourd'hui possible d'interagir avec des animaux appartenant à la famille des dauphins, hein, sous l'eau donc, que ce soit à travers de la nage, à travers de la plongée sous-marine, peut-être à travers du nourrissage artificiel aussi. Il y a des endroits dans le monde où il est possible de nourrir en fait des dauphins pour, rendre les interactions encore plus prévisibles et rapprochées. Donc ça, c'était la première partie et tous les risques du coup associés à ça. La deuxième partie s'attelait plus à comprendre en fait, quel était le degré de tolérance et d'habituation en fait des grands dauphins de la zone de Tiputa à Rangiroa à la présence des activités humaines et notamment des activités touristiques de plongée sous-marine. Et la troisième partie de la thèse était vraiment dédiée en fait à la mise en évidence de traits de tempérament, chez les dauphins. On a choisi en fait un axe tempéramental qui est très étudié maintenant depuis, 2 décennies on va dire, notamment en écologie comportementale, mais également en éthologie, chez des animaux sauvages, ce qu'on appelle le trait, timidité-audace, shyness, boldness. Et on a essayé de mesurer quel était, le degré individuel d'audace en gros de nos dauphins. On a travaillé sur 20 dauphins différents en fait, vis-à-vis, des plongeurs sous-marins, en présence de plongeurs sous-marins. Pour savoir donc non seulement s'il y avait, des variabilités individuelles chez ces animaux, si chaque dauphin avait un trait de tempérament en gros qui était différent de celui de son voisin. On savait déjà qu'on travaillait sur des individus, mais bon là c'était vraiment, mettre en évidence vraiment des réactivités individuelles des dauphins face aux plongeurs et aussi quels étaient les risques liés à ces, différents traits de tempérament dans un cadre d'activités touristiques proches répétées, ce qui est le cas à Rangiroa, voilà, et notamment les risques pour les dauphins les plus audacieux. Tu nous as dit, que tu as dressé une liste des endroits dans le monde où il est possible d'interagir avec les dauphins et est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors il y en a de plus en plus. En fait, pour, avoir une idée un petit peu grossière, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les activités de whale watching. Alors le whale watching, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation, commerciale ou non, alors on va dire des cétacés de manière générale, en milieu naturel. On dit whale watching, hein, communément, donc c'est l'observation des baleines, mais on intègre là-dedans toutes les espèces de cétacés. Le mot cétacé, c'est bon pour vous. Ouais. Les cétacés, ce sont des mammifères marins, exclusivement adaptés à l'environnement, aquatiques, hein, mais autres que les siréniens, donc les lamentins, les dugongs. Grosso modo, c'est les baleines, les cachalots, les baleines à bec, les dauphins, les marsouins, les dauphins d'eau douce également. Dans les années 50, milieu des années 50, en gros, on a, l'émergence du whale watching le long des côtes californiennes avec l'observation notamment des baleines grises. Ça a débuté timidement, hein, comme ça et ça a explosé alors notamment, dans les années 90.
Il y a eu une explosion en fait des activités de whale watching un petit peu partout dans le monde, qui visent non seulement des cétacés à fanon, donc ce qu'on appelle communément les baleines, mais également des cétacés à dents, comme les cachalots et les dauphins. Et ce qui est particulier dans les années 90, c'est qu'il y a vraiment eu un essor considérable en fait des activités de mise à l'eau avec ces animaux, un peu partout dans le monde. Donc on est parti vraiment d'un spot au milieu des années 50, réduit, j'allais dire, à la côte californienne, pour avoir une distribution vraiment mondiale de ces activités à l'heure actuelle, qui touchent quasiment la totalité des espèces de cétacés. Il y a près de 120 espèces de cétacés dans le monde, dans plus de 119 pays. Au début, ces activités avaient plutôt tendance à se concentrer sur des zones où il était quand même facile, d'observer, ces mammifères marins, où ces mammifères marins étaient relativement accessibles, près des côtes, dans des zones tropicales notamment. Et de plus en plus, on a vraiment des activités un peu extrêmes qui se développent dans des zones, extrêmement éloignées, aux conditions climatiques, très difficiles, comme par exemple, l'Antarctique, l'Arctique. On a maintenant, des, tours opérateurs qui proposent, des mises à l'eau, par exemple, avec des orques, au Kamtchatka, le long de la côte est russe, au niveau de la péninsule antarctique, enfin voilà. Ça s'est vraiment développé, ces activités ont eu un succès vraiment énorme et se sont développées partout dans le monde, avec ou sans mise à l'eau. Nous, justement, cet été, on était à La Réunion et donc on est allé voir les baleines. On en parlera un petit peu après. OK, super, ça m'intéresse énormément, ouais. Si vous pouvez partager votre expérience. Qu'est-ce qui t'a motivé à étudier les interactions entre les dauphins de Rangiroa et les plongeurs? Alors je pense que c'est lié au contexte même de Rangirois. J'avais pas d'idée préconçue, en fait, au sujet de ce que j'allais trouver là-bas sur Rangirois. Puis c'est lié un petit peu à mon histoire personnelle aussi. Alors pourquoi le contexte de Rangirois? Je suis arrivée pour la première fois du coup, avec, ma fille qui à l'époque était un bébé et son papa à Rangirois. Alors pour ma part, c'était en 2009. J'ai découvert donc déjà cet atoll, pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. Pour moi, c'est un endroit fabuleux en fait. Je pense que quand on est un amoureux ou une amoureuse, de l'océan en fait, comme je peux l'être, on peut que, avoir un coup de cœur pour un endroit comme Rangirois. Pour son côté océanique, parce que c'est vrai que quand on met la tête sous l'eau à Rangirois, c'est comme un safari africain sous-marin quoi, c'est assez incroyable. Mais aussi pour la gentillesse, et la bienveillance en fait des gens qui y vivent. Il y a vraiment une authenticité en fait encore dans ces îles des Tuamotu qui est assez incroyable. Des relations très humaines, très spontanées. Et du coup, quand on est arrivés, nous à l'époque on vivait en voilier. On a vécu pendant plus de 10 ans en voilier en fait. On naviguait entre ces archipels, donc les Marquises, les Tuamotu et la société principalement. Et quand on est arrivé en voilier, alors j'allais dire c'est pas très original, c'est le cas de beaucoup de voiliers qui arrivent à Rangirois. Le premier animal, j'allais dire, qu'on a croisé en arrivant à Rangirois, c'était un grand dauphin qui est venu nager à l'étrave du voilier. Bon, déjà, évidemment, ça rend toujours heureux de voir un dauphin venir nager à l'étrave du bateau. Et ensuite, quand on a commencé à mettre la tête sous l'eau là-bas, on s'est rendu compte que non seulement il y avait des dauphins observés en plongée sous-marine, mais qu'en plus, il y avait certains dauphins qui avaient un comportement un peu étonnant. Pourtant, on avait une quand même assez grande expérience, j'allais dire, de l'observation, alors soit depuis le voilier, soit même en sous-marin, des dauphins, mais on n'avait jamais vu des comportements comme ce qu'on a vu à Rangirois quand on s'est mis à l'eau. C'est-à-dire que moi, ma première plongée, donc en 2009, on s'immerge au niveau, un petit peu après l'angle de la passe de Tiputa, côté village de Tiputa. Et peu de temps après le début de la plongée, on a un dauphin qui vient sur nous, mais vraiment très, très proche, quoi. C'est pas un comportement naturel de dauphin sauvage. Et là, je vois des plongeurs, en fait, de notre palanquet qui se précipitent sur le dauphin et qui commencent à le caresser. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? L'animal se positionne à la verticale, semble tolérer, le contact des plongeurs sous-marins. J'avais un appareil photo à l'époque, alors moi j'étais un peu à distance quand même parce que j'aime bien observer les choses avec, de la distance généralement. Il semblerait que ce soit un jeune individu, effectivement, donc avec le recul, c'était une jeune femelle, Lola, qui avait même pas 5 ans en fait à l'époque. On a baptisé Lola par la suite. Et du coup, j'avoue que quand on est sorti de l'eau, ça nous a un peu interrogés, cette interaction. Alors, on avait entendu dire qu'il y avait des interactions, assez familières entre dauphins et plongeurs sur, la zone de Tiputa, mais là, à ce point-là, j'avoue, première plongée, au Tuamotu, à Rangirois, bim, on a un dauphin qui nous tombe dessus comme ça, c'était quand même assez étonnant. Donc ça m'a beaucoup questionnée. Ça m'a questionnée sur le pourquoi. Pourquoi cet animal, en fait, se comporte de telle manière vis-à-vis des plongeurs sous-marins? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que cet animal ait ce comportement vis-à-vis des plongeurs? Et ensuite, le futur aussi. Qu'est-ce qui peut se passer? Un animal qui se comporte de cette manière-là, comment ça peut évoluer à l'avenir? Comment ça peut évoluer pour lui-même, peut-être pour la communauté, à laquelle il appartient, pour les plongeurs sous-marins, parce qu'on s'est très vite rendu compte évidemment que c'était pas une interaction, isolée, qu'il y avait, ce type d'interaction entre dauphins et plongeurs de manière assez répétée,
et fréquente sur la zone de Tiputa. Il y avait de plus en plus de plongeurs aussi qui venaient s'immerger sur la zone, notamment pour observer, voire interagir avec des dauphins, et que du coup, tout ça pouvait évidemment avoir des conséquences, et notamment des conséquences délétères sur ces animaux. Donc ça, c'est pour le contexte même de Rangui, qui a lancé un petit peu cette idée de travailler sur l'histoire et sur l'impact de ces interactions dauphins-plongeurs. Et à titre personnel, 10 ans auparavant, j'avais eu l'opportunité aussi d'observer et d'interagir avec ce qu'on appelle un dauphin solitaire et sociable. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on avait peut-être parlé avec Fabienne. Ce sont des dauphins, alors souvent des grands dauphins, mais pas que, qui pour X raisons sont exclus en fait de leur communauté d'origine, qui n'interagissent pas ou très peu en tout cas, ou moins avec des dauphins de leur propre espèce, qui vont souvent s'installer le long du littoral, que ce soit en France métropolitaine, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, hein, et qui vont se mettre à interagir, comme c'est des animaux qui sont sociaux, qui ont ce besoin d'interaction, qui vont se mettre à interagir avec différents éléments de leur environnement. Ça peut être des bateaux, ça peut être des chaînes d'encre, ça peut être des bouées, ça peut être des algues, ça peut être des phoques aussi en Bretagne, par exemple. Et souvent, quand des personnes humaines vont se rendre compte qu'il y a ces dauphins qui sont observés dans très peu d'eau, dans des zones très accessibles le long des côtes, certaines d'entre elles vont essayer d'entamer, j'allais dire, des relations avec ces dauphins, de se rapprocher d'eux, d'interagir avec eux. Ça peut partir très très vite en fait au désastre, hein. On a différents exemples malheureusement de dauphins solitaires qui ont été impliqués dans des interactions extrêmement brutales, j'allais dire, soit de la part d'êtres humains vis-à-vis d'eux, soit des dauphins après qui vont réagir aussi de manière parfois agressive vis-à-vis des humains et qui finissent mal, puisqu'on a plusieurs cas de dauphins qui ont terminé malheureusement tués par des bateaux, etc. J'avais eu l'occasion d'interagir avec un de ces dauphins et c'est vrai que ça m'avait questionnée aussi. Alors c'est un cas particulier puisque là on a des animaux qui n'interagissent plus ou peu, comme je disais, avec leur communauté d'origine. Donc c'est différent de la zone de Tiputa, où là on a vraiment des dauphins qui sont intégrés en fait dans une communauté d'à peu près 25 dauphins et qui interagissent avec des cons spécifiques au quotidien. Mais c'est vrai que y a tellement aussi de préjugés, de construction culturelle autour des relations entre les dauphins, les humains. Tout ça s'est construit. Alors, c'est assez récent en réalité, hein, que quand on regarde l'histoire des relations dauphins-humains, qu'on remonte au Moyen Âge et même au début du XXe siècle, c'était pas forcément tout rose, loin de là. Mais on va dire qu'à partir du milieu du XXe siècle, avec les delphinariums, avec Flipper le dauphin, puis après, dans les années 80, avec le Grand Bleu, etc., etc., entre les médias, le cinéma, les parcs aquatiques, etc. Dans les années 70 aussi, la diffusion du chant de la baleine à bosse au grand public pour sensibiliser à la protection des océans et tout. Il y a plein d'images en fait hyper positives qui se sont développées autour de ces animaux, qui correspondent pas forcément à la réalité de ce qu'ils sont dans leur milieu en tant qu'animaux sauvages. Et les gens ont tendance à attendre en fait de la part d'un dauphin, notamment toujours une réaction très positive en fait. L'animal va s'approcher parce qu'il est anthropophile, il aime les êtres humains. Et puis au niveau morphologique, on a quand même aussi, j'allais dire malheureusement pour le dauphin, cet éternel sourire hein, qui va présenter sur son museau, qui donne l'impression qu'il est toujours heureux alors que c'est pas forcément le cas. Et donc un engouement pour l'interaction avec ces animaux. Et moi, c'est vrai que je me questionnais par rapport à ça. J'avais une fascination pour ces animaux, mais je savais pas trop, en fait, comment le prendre. C'était juste lié à des constructions, justement, culturelles. S'il y avait quand même une part de réalité là-dedans. Et dans tous les cas, j'avais une grande curiosité à mieux connaître la réalité, en fait, du dauphin dans son milieu. Qu'est-ce qu'un dauphin, en réalité, dans son milieu, quand on essaie de sortir un petit peu de tout ce qu'on a en tête depuis qu'on est tout petit. Dans un premier temps, ta thèse, elle aborde les interactions humains-dauphins et leur impact négatif à la fois sur les dauphins, mais aussi sur les humains. Comme tu nous l'as dit, on a tendance à avoir une image d'un dauphin tout gentil, tout mignon, etc. Mais il peut quand même avoir un impact négatif sur les humains. C'est une chose dont Fabienne Delfour nous avait parlé quand on l'avait reçue. Le comportement des dauphins peut aussi être dangereux pour les plongeurs. Est-ce que tu pourrais approfondir cette première partie de ton travail, s'il te plaît ? Alors, dans un premier temps, quand on regarde un dauphin, c'est un animal comme nous, un animal qui peut avoir des états émotionnels positifs, qui peut avoir des états émotionnels négatifs aussi, qui peut être frustré, tendu, stressé, voire devenir agressif, comme n'importe quel animal, j'ai envie de dire. Donc, quand on regarde un petit peu dans le monde, les accidents qu'il y a eu avec les dauphins, après je vais revenir sur Anguirua, il y a quand même un certain nombre de cas où, à force d'être sollicités en fait par des êtres humains,
en milieu naturel, je veux dire. Je parle même pas de la captivité. En captivité, il y a des accidents aussi, mais c'est encore autre chose. Des dauphins, ont compris qu'ils pouvaient, j'allais dire, eux-mêmes avoir des comportements intrusifs vis-à-vis des êtres humains, puisque les humains les autorisent en quelque sorte, de par leur propre comportement vis-à-vis d'eux, à, être très familiers avec les humains et donc exprimer, si besoin est, des comportements, agressifs. Alors, ça peut être charge d'intimidation. Alors charge d'intimidation, c'est un signal, on va dire, le dauphin va pas aller jusqu'au bout, mais c'est déjà un signal, en fait, qui nous permet de comprendre que, le dauphin, il est dans un état émotionnel assez négatif, donc c'est peut-être bien de le laisser tranquille, de pas insister, ce qui est peu compris malheureusement sur la zone de Tiputa. On peut avoir des dauphins qui vont se mettre à claquer des mâchoires, qui vont émettre des chapelets de bulles par leur évent, en émettant ce qu'on appelle des sons pulsés. Ça peut ressembler, soit à des cris d'oiseaux parfois, des jappements de chiens, c'est des sons, d'une intensité assez importante. Après, ils vont adopter des postures. On voit quand ils sont nerveux sous l'eau, ils vont changer de direction au dernier moment, et cetera. Donc, ça, c'est des signaux. Et c'est vrai que dans le monde, malheureusement, il y a eu, quand même pas mal de cas où on a eu, des côtes cassées, des bras cassés, des dauphins qui poussent des plongeurs, qui tirent sur les palmes, qui, empêchent en fait des baigneurs, de retourner à terre. Alors ça, c'est vraiment, j'allais dire, les risques pour, les êtres humains, les risques directs, Il y a des risques indirects également. Des fois, des personnes qui se sont mis pour aller nager avec des dauphins dans des situations extrêmement risquées, avec beaucoup de vagues, beaucoup de houles, des courants, et cetera, et cetera. Et oui, alors les dauphins, ils peuvent exprimer, ce type de comportement vis-à-vis des humains. Et sur la zone de Tiputa, les comportements risqués pour les humains, je vais les diviser en 2 catégories. On a les comportements qui sont risqués pour les plongeurs, mais qui sont pas dus, en fait, à une agressivité de la part du dauphin, qui sont plutôt dus, en fait, au fait que le dauphin, il était tellement habitué, voire conditionné par les plongeurs sous-marins à tolérer, voire rechercher, en fait, une interaction physique avec lui, que l'animal n'a plus aucune limite vis-à-vis de l'être humain. Donc il va aller parfois avec beaucoup d'insistance rechercher une interaction, alors auprès de moi, ce que j'appelle une station de grattage. Quand j'essaie de mettre dans la tête d'un dauphin, pour moi, le dauphin, il perçoit en fait les plongeurs comme une station de grattage. Donc il va essayer de rechercher cette interaction physique avec les plongeurs, mais de manière hyper intrusive, hyper insistante. Il va se frotter aux plongeurs, il va tirer sur les palmes. Nous, ce qu'on a eu là, il n'y a pas très très longtemps, un jeune dauphin, et bon, là encore, c'était un jeune individu âgé de 5 mois. Alors c'est inquiétant justement parce que malheureusement, il y a des moniteurs de plongée sur Anguillois qui, ont déjà commencé à conditionner un dauphin aussi jeune, en fait, à rechercher des interactions intrusives avec les êtres humains. Donc ça, j'allais dire, c'est encore autre chose, on en reparlera si vous voulez. Mais un dauphin de 5 mois, qui est né donc cette année, là, au mois de mai, qui est venu, qui s'est frotté à nous. Il est vraiment passé d'un plongeur à l'autre, il s'est frotté à nous, il passait, dans nos palmes, il essayait d'attraper les palmes, essayait d'attraper les manomètres. Il se mettait entre le visage des plongeurs et le flexible, en fait, du, détendeur principal. Il faut retenir, en fait, le détendeur pour éviter que le dauphin, entre guillemets, il le fasse sauter, au passage, et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues aussi sur la zone de Tiputa. J'ai également des images de ça. Donc ça fait vraiment partie des risques directs, en fait, qui sont pas liés à une agressivité de la part de l'animal, mais à partir du moment où on a, un dauphin qui fait, à l'âge adulte plusieurs centaines de kilos, qui n'a plus de prudence naturelle, de méfiance naturelle vis-à-vis des humains, en fait, on contrôle plus rien du tout. Si cet animal-là, il a envie, j'en sais rien, ça peut arriver d'avoir des comportements sexuels aussi de la part de dauphins vis-à-vis des humains. S'il a envie d'exprimer, en fait, un comportement sexuel sur un plongeur ou un baigneur, nous, on peut pas faire grand-chose, quoi, voilà. Alors, on va éviter de remonter évidemment comme un bouchon en surface parce qu'en termes de risque plongée, c'est quand même pas conseillé, OK? Donc, nous, ce qu'on va faire généralement, on va essayer de rester passif sous l'eau parce que nous, on n'encourage pas du tout les dauphins justement à tolérer, voire rechercher un contact physique, on les touche pas. On va attendre sous l'eau, que l'animal, il ait terminé en gros son manège, quoi, et puis après, on va continuer notre plongée ou, terminer notre palier parce que la dernière fois quand c'est arrivé, c'était en palier, on était à 5 mètres là, pour nos 3 minutes de palier. Mais c'est vrai que pour un plongeur néophyte, qui a pas beaucoup d'expérience ou bien qui ne connaît pas la zone de plongée, parce que la zone de Tiputa, c'est une zone qui peut être impressionnante aussi, en termes de topographie. On a un récif, qui est quand même assez court, au côté océan, puis on a un grand tombant externe qui descend de manière assez abrupte dans le bleu. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un pan de montagne, en fait, qui descend là,
dans le bleu, puis après on voit plus le fond, donc ça peut être impressionnant aussi en termes de paysage sous-marin. Et puis, il y a aussi du courant, il y a des vagues, il y a de la houle, il y a plein de choses qui font que voilà, le plongeur peut mal réagir dans ces cas-là, sous le coup du stress, sous le coup de l'émotion, peu importe. Après, on a aussi des comportements agressifs de la part des dauphins. Et encore une fois, tout ça, c'est lié au fait que on est autorisé au fil du temps, ces animaux, à ne plus se méfier naturellement des activités humaines et notamment des plongeurs sous-marins. C'est-à-dire qu'un dauphin, voilà, il va vivre sa vie de dauphin sur la zone de Tiputa, au sein de sa communauté. Bon, on a à peu près 25 dauphins qui interagissent entre eux, plus ou moins régulièrement, ça dépend. Il y a des dauphins qui ont des affinités, d'autres moins. Et puis il y a aussi des dauphins qui passent pas mal de temps à se bagarrer les uns avec les autres. Parce qu'il faut savoir que malgré leur réputation de gentils flippers, entre guillemets, les grands dauphins font partie des espèces de dauphins les plus agressives. C'est pas pour rien. Alors je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ces animaux sous l'eau, mais vous avez peut-être remarqué, si c'est le cas, qu'ils ont pas mal d'encoches sur le corps, de cicatrices, de marques. Ils sont un peu balafrés dans tous les sens. Et en fait, ces marques-là sur leur corps sont dues principalement à d'autres dauphins. Parce qu'ils passent pas mal de temps à se chamailler, à se bagarrer les uns avec les autres, et notamment à se donner des coups de dents, à rentrer en collision les uns avec les autres. Ça peut être assez impressionnant. Et donc, sur la zone de Tiputa, ça manque pas. Voilà, régulièrement, on voit des dauphins qui se bagarrent, ou en tout cas, on les entend. On les voit pas forcément, mais on entend qu'il y a de la bagarre dans l'air, on entend des sons pulsés, ça part dans tous les sens, là, au niveau sonore. Donc, on sait que c'est tendu. Et ce qui peut arriver, c'est des dauphins qui ont été agressés par d'autres individus, par exemple, ou qui sont les agresseurs même, qui sont donc stressés, qui vont aller décharger leur stress ou leur frustration, en fait, sur des plongeurs ou sur des palanquets. Et voilà, je vais te donner un exemple concret. Un mâle qu'on appelle Maui, lui, je l'ai vu plusieurs fois impliqué dans des comportements vraiment agressifs vis-à-vis des plongeurs, qui va arriver à fond la caisse sur une palanquée, droit sur la palanquée, souvent un petit peu de haut et de face, les nageoires pectorales écartées comme ça, et qui va au dernier moment changer de trajectoire, ou qui va se mettre à tourner de manière très très énergique autour des plongeurs sous-marins, avec des mouvements un petit peu saccadés. Parfois, il va aussi remuer la tête de manière brusque, émettre des sons assez puissants, et se mettre à claquer des mâchoires, s'arrêter peut-être devant un plongeur et se mettre à claquer des mâchoires face aux plongeurs sous-marins. Donc ça, c'est clairement un comportement agressif. Le dauphin exprime, lui, ce qu'il a exprimé. Après, ce qui peut mener à une escalade, en fait, de ces risques, c'est le fait que les plongeurs, souvent, ne comprennent pas ce que leur dit le dauphin. On est tellement conditionnés, nous-mêmes, par, encore une fois, tout ce qu'on a vu, les films, etc., les parcs aquatiques, à voir un dauphin hyper content de nous voir, entre guillemets, qu'on a du mal à imaginer que cet animal il puisse être agressif vis-à-vis de nous. On a du mal à le concevoir, on a du mal à l'accepter. Et régulièrement, ce que j'ai vu, moi, quand un dauphin exprime clairement, en fait, des comportements agressifs vis-à-vis des plongeurs, ce sont des plongeurs qui pensent que le dauphin veut danser avec eux, par exemple. Ils vont aller vers le dauphin, les bras tendus, pour essayer d'étreindre le dauphin, etc. Et ça peut clairement mener à quelque chose d'hyper dangereux, parce que si le dauphin, en fait, voit que le plongeur en face de lui ne comprend pas le message et insiste pour se rapprocher de lui, il peut au bout d'un moment carrément rentrer en collision avec un plongeur et le tuer, quoi. Donc heureusement, on croise les doigts, c'est pas arrivé, mais ça reste un des risques, en fait, liés au comportement agressif qu'on observe quand même assez régulièrement sur la zone de Tiputa de la part des dauphins vis-à-vis des plongeurs. Quand un dauphin a ce type de comportement, quelle est la meilleure réaction que le plongeur peut avoir? Alors voilà, quand ça arrive, effectivement, malheureusement, tu peux plus trop avoir d'influence à ce moment-là sur toute l'histoire, en fait, de ces interactions. C'est vrai que l'idéal à la base, ça aurait été de ne pas encourager ces interactions intimes avec les dauphins pour éviter ce genre de choses. On est dans ce contexte-là, ça arrive. Nous, on promeut de manière générale l'observation passive. On essaye d'arriver dans l'océan de manière générale comme des invités, de contempler cet environnement qui est magnifique, les espèces qui le peuplent, y compris les dauphins. Et si on a un dauphin qui se comporte de manière agressive avec nous, voilà, on va essayer de rester tout petit. On va adopter presque une attitude de soumission, en fait, pour lui faire comprendre que voilà, on va pas aller plus loin avec lui, qu'il risque pas grand-chose avec nous de toute façon. Mais ça, le dauphin, en plus, je pense, l'a déjà compris. Et généralement, voilà, il va exprimer ses comportements agressifs et au bout d'un moment, il va se calmer, il va partir, quoi. Alors, tu viens de nous énumérer les comportements dangereux de la part des dauphins, mais quels sont les comportements de plongeurs dangereux pour les dauphins? Alors, il y a plusieurs types de comportements qui peuvent être dangereux. Alors, encore une fois, tu vas avoir des comportements directs et des comportements indirects. C'est pour ça que c'est très difficile, souvent, pour les gens qui viennent plonger 2-3 jours à Ranguerois, de comprendre quelles peuvent être les conséquences délétères, en fait, de ces interactions dauphin-plongeurs.
puisqu'on a des individus dauphins. Alors sur 25 dauphins à peu près, on a, mettons, à l'heure actuelle, bon ça évolue quand même, hein, donc, mais à l'heure actuelle, on a à peu près 4-5 individus qui vraiment vont tolérer, voire rechercher un contact physique avec les plongeurs sous-marins, qui ont été au fil du temps en fait conditionnés à ça par les plongeurs sous-marins. Ces dauphins-là, évidemment, ils s'exposent de manière directe aux plongeurs. Alors déjà, l'interaction physique en soi, c'est vraiment quelque chose que nous, on n'encourage pas du tout parce que malgré tout, ça arrive rarement, mais ça arrive, ça existe. Il peut y avoir une transmission de pathogènes en fait entre l'humain et le grand dauphin. Il y a des maladies qui sont communes aux 2 espèces. Le grand dauphin peut nous transmettre ce qu'on appelle une zoonose et nous, on peut aussi lui transmettre des maladies et clairement le contact physique, alors en termes de dermatose notamment, hein, de maladies qui vont, peut-être, se développer au niveau de la peau. Ça a été démontré et publié dans plusieurs journaux scientifiques, notamment des journaux vétérinaires, des journaux médicaux au sujet des maladies tropicales. On a notamment un pathogène qui s'appelle Paracoccidioidomycosis ceti, qui a été, décrit, dans l'océan Atlantique et alors je crois aussi dans l'océan Indien. Je ne sais pas s'il a été décrit en tant que tel ou si c'est, un pathogène proche en fait qui ressemble à, qui a été décrit aussi récemment, alors pas en tant que Paracoccidioidomycosis ceti, mais, quelque chose de proche dans le bassin du Pacifique tropical Est, qui est transmissible à l'homme. Il y a déjà eu des cas de transmission. Et ce pathogène, en fait, quand il est contracté par l'être humain, il n'y a pas de traitement existant. Tu vas avoir en fait des lésions cutanées qui vont se développer, notamment au niveau des articulations, au niveau du visage, derrière les oreilles, etc. Donc ça, c'est un risque lié vraiment à ces interactions physiques directes, qu'elles soient positives ou négatives, j'ai envie de dire, qu'elles soient liées à de l'agression ou pas de la part du dauphin. Ensuite, on a souvent des plongeurs qui vont aller tripoter en gros l'animal dans des parties du corps qui peuvent être particulièrement sensibles. Ce que je vois aussi de temps en temps, c'est des plongeurs qui vont, alors sous le coup de l'euphorie, de l'émotion, souvent on a l'impression en fait qu'il y a un fusible en fait, pouf, qui pète dans la tête des plongeurs quand ils se retrouvent, en présence d'un dauphin, notamment d'un dauphin qui s'approche, en plongée sous-marine. Ils ont certainement aussi été briefés en amont par leur moniteur de plongée, puisque c'est vrai que, nous, dans le centre avec lequel on travaille, en fait, les plongeurs sont briefés à ne pas toucher la faune marine, donc ils vont pas avoir cette approche. En tout cas, pour les plongeurs qui sont briefés et qui voient leur moniteur lui-même se jeter sur les dauphins quand des dauphins apparaissent dans le champ de vision, tu vas avoir, une espèce de pétage de plomb, en fait. Ils vont aller tous sur l'animal en même temps, les mains tendues et là, ils vont commencer à encadrer l'animal, à le tripoter dans tous les sens. Tu vois même plus le dauphin et tu as des gens qui vont aller, mettre les mains dans les yeux, au niveau de l'évent, enfin dans des zones, en fait, qui sont sensibles, au niveau des zones génitales aussi, qui sont sensibles chez l'animal, donc tu as vraiment aucune retenue, en fait, de la part des plongeurs sous-marins. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on va voir sous l'eau des comportements d'humains vis-à-vis des dauphins que des humains n'adopteraient pas vis-à-vis d'un animal terrestre, qu'ils ne connaissent pas, même un chien. Je pense que quand tu connais pas un chien qui se balade dans la rue, c'est le cas dans les îles polynésiennes malheureusement, tu vas pas aller, mettre la main pour essayer de le tripoter au niveau de la truffe, dans les yeux, au niveau de la zone génitale et cetera. Donc on va vraiment se permettre avec des dauphins des choses qu'on se permettrait avec aucune autre espèce et ça, c'est juste dingue, en fait. Et donc pour l'animal, ouais, ça peut être un peu risqué. Après, les autres risques, ce sont plutôt des risques qu'on dit indirects pour les dauphins, qui sont liés en fait à ces interactions proches entre dauphins et humains. Et c'est pour ça que c'est très compliqué pour beaucoup de gens en fait d'appréhender ces risques, de comprendre en gros où est le problème. On reçoit pas mal d'arguments stéréotypés en fait de la part de plongeurs sous-marins qui ne comprennent pas notre positionnement, qui nous disent mais le dauphin il vient de lui-même, donc où est le problème? Alors déjà, première chose, pourquoi ce dauphin vient de lui-même? Qu'est-ce qui explique en fait le fait que cet animal il va venir de lui-même et il va tolérer en fait ses interactions avec les plongeurs? C'est une première question intéressante qu'on peut développer. Ensuite, à long terme, qu'est-ce que ça peut impliquer? Ce que ça peut impliquer, c'est qu'on a des animaux, souvent, qui sont impliqués dans des interactions physiques avec les plongeurs, qui sont de jeunes individus. On a quand même une surreprésentation en fait de ce qu'on appelle les dauphins immatures dans le cadre de ces interactions dauphins-plongeurs. Et du coup, ces jeunes dauphins, je vous parlais d'un jeune dauphin de 5 mois là, hein, qui avait déjà été conditionné par les plongeurs du coup à rechercher un contact physique. Ces jeunes dauphins, ils vont intégrer dès leur plus jeune âge dans leur répertoire comportemental ces comportements hyper familiers vis-à-vis des plongeurs sous-marins et ils vont faire des généralisations. C'est-à-dire que dans leur tête, ils vont se dire voilà. Donc là, il y a le plongeur est associé au bateau, le bateau aussi est associé à un élément ludique de l'environnement. A priori, on n'a pas grand-chose à craindre de la part du plongeur. On n'a pas grand-chose à craindre non plus de la part du bateau, etc., etc. Ils vont généraliser et on se retrouve malheureusement sur la zone de Tiputa avec des dauphins qui sont blessés par des hélices de bateaux, qui rentrent en collision avec des bateaux, qui peuvent aussi, alors ça c'est un petit peu en périphérie, mais qui peuvent se retrouver entortillés dans du matériel de pêche.
ils vont plus du tout se méfier en fait des activités humaines, des êtres humains. Donc ils vont avoir tendance à se mettre beaucoup plus facilement dans des situations à risque qui impliquent des activités humaines. Donc ça, c'est pour les risques à court ou long terme, mais vraiment liés en fait à ce conditionnement des dauphins de la part des plongeurs sous-marins. Et ensuite, alors ce qu'on a du mal à imaginer sur la zone de Tiputa, c'est que en fait, cette zone, elle est très importante au niveau écologique et social pour les dauphins. Vraiment, la passe de Tiputa et le tombant externe, en fait, aux abords de la passe, et également le lagon, de l'autre côté de la passe de Tiputa, c'est un paysage écologique et social fondamental pour ces animaux. Si on a des grands dauphins ici, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils y trouvent plein de choses qui les intéressent. Ils y trouvent de la nourriture en relative abondance quand même. Ils y trouvent un terrain de jeu fabuleux, la passe de Tiputa. Alors juste pour décrire un petit peu de quoi il s'agit, la passe de Tiputa, c'est un chenal naturel entre le milieu lagonaire et le milieu océanique qui permet de faire la liaison entre ces deux milieux et qui est parcouru plusieurs fois par jour par des courants qui sont liés aux marées montantes et aux marées descendantes. Et quand la marée est descendante, le courant, on dit, est sortant dans la passe de Tiputa, donc va du lagon en direction de l'océan, et va créer en fait dans cette passe des longues vagues qui vont déferler en permanence, ce qu'on appelle le mascaret. Ces vagues peuvent être très impressionnantes et c'est un terrain de jeu qui est vraiment privilégié par les dauphins. Les dauphins viennent tous les jours, quand le courant est sortant, surfer et sauter dans les vagues de la passe de Tiputa. C'est un paysage social hyper important pour eux. Et sur cette zone-là, non seulement ils vont se nourrir, non seulement ils vont socialiser, mais ils vont se reposer aussi les dauphins. Alors à certaines périodes du jour, moins de la nuit, semble-t-il, quand le courant est rentrant notamment, les dauphins ils vont avoir tendance à se poster côté océan, au niveau du tombant externe, et à dormir. Et ils ont besoin de dormir, ces animaux, comme nous. Excepté que quand les dauphins dorment, on n'a pas l'impression qu'ils dorment. Donc ça peut être un peu compliqué à identifier. Pourquoi ? Parce que les dauphins, ils ont une respiration qui est volontaire, contrairement à nous. Donc eux, il faut qu'ils pensent à remonter en surface pour respirer. Donc ils ne peuvent pas dormir profondément comme nous. Voilà, parce que s'ils dorment profondément, malheureusement, ils vont s'asphyxier. Donc ils dorment par moitié de cerveau, les dauphins. Ils vont faire se reposer leur hémisphère gauche pendant que leur hémisphère droit reste éveillé. Fait penser à l'animal à remonter en surface pour respirer, reste vigilant vis-à-vis de potentiels prédateurs, etc. Et au bout d'un moment, ils vont intervertir leurs hémisphères, ils vont faire se reposer leur hémisphère droit et l'hémisphère gauche va prendre le relais. Et du coup, quand ils dorment, ils continuent à se déplacer. Ils tournent en fait sur la zone, ils nagent lentement en faisant des grands cercles. Et les plongeurs, souvent, pensent que les dauphins sont pas forcément en train de dormir. Donc, quand ils voient des dauphins qui adoptent ce type de comportement sous l'eau, ils vont aussi aller vers eux. Souvent, le réflexe du plongeur sous-marin sur la zone de Tiputa, malheureusement, généré aussi par le comportement de son moniteur, ça va être quand il y a des dauphins qui sont visibles, d'aller droit sur les animaux, main tendue, de faire des sons pour essayer d'attirer les animaux. Donc ça, c'est un dérangement en fait qui est quotidien sur la zone toute l'année, et notamment sur cette zone de repos, qui est une zone importante pour les dauphins. Donc tout ça, ça peut avoir un impact quand même sur, la qualité du sommeil des dauphins aussi. Et après, si les dauphins dorment relativement mal, ça peut aussi avoir un impact sur d'autres facettes de leur vie au quotidien. Donc ça, c'est des effets un petit peu en cascade, qui sont des effets à moyen et long terme aussi. Donc les plongeurs ont du mal à envisager, à appréhender quand ils arrivent 2 ou 3 jours, et même pour certains moniteurs qui restent 1 an, 2 ans, sur la zone de Tiputa, puisqu'en gros, pour eux, les dauphins sont là, c'est qu'ils ont envie d'être là, et qu'eux-mêmes peuvent se permettre d'aller sur eux et d'essayer d'initier une interaction proche. Alors non, c'est beaucoup plus compliqué. On est chez eux. À la base, je pense que l'attitude idéale, c'est de se comporter comme des invités, c'est de comprendre ce qui se passe et d'essayer de rester relativement discret et d'éviter d'encourager en fait des interactions trop proches avec eux, sachant qu'à moyen et long terme, ça peut malheureusement réduire l'espérance de vie en fait de jeunes dauphins qui ont pourtant toute la vie devant eux. Un dauphin, ça peut vivre jusqu'à l'âge de 50-60 ans quand même. Ces dauphins impliqués dans des interactions proches avec les êtres humains, malheureusement, souvent, ils vont mourir bien avant. Il y a quelques semaines, il y a une jeune baleine qui a été percutée par un bateau en Polynésie et elle est morte suite à des blessures horribles. Et on a entendu les experts dire que c'était notamment dû au fait que l'animal était trop familier de l'homme et n'avait pas appris à se méfier des bateaux, justement. Voilà, on est dans la même problématique, c'est tout à fait ça. Effectivement, j'ai vu passer cette nouvelle aussi, de cette baleine qui a eu, si je me souviens bien, la mâchoire supérieure carrément sectionnée en fait, par le passage d'un bateau. Donc c'est malheureux, effectivement, un jeune animal. J'ai cru comprendre effectivement que cette baleine était extrêmement tolérante vis-à-vis des activités humaines.
C'est le cas donc chez beaucoup de jeunes mammifères, hein. Ils vont avoir tendance à être plus audacieux, avoir beaucoup plus de comportements exploratoires vis-à-vis de nouveaux stimuli, qui apparaissent dans leur environnement et que cette baleine donc a été encouragée aussi par les humains, à interagir de manière proche. Donc on en arrive exactement aux problématiques qu'on observe sur la zone de Tipouta avec les dauphins. Ça part pas forcément d'une mauvaise intention de la part des baigneurs, des plongeurs évidemment. Je pense que personne n'a envie de faire du mal à ces animaux. Si on va les observer dans leur milieu, c'est parce qu'on est curieux, de voir à quoi ils ressemblent, parce qu'on a été aussi peut-être bercé par, des choses qu'on a vues à la télé, sur les réseaux sociaux et cetera. On a aussi envie de vivre ça, à titre personnel. Mais voilà, l'accumulation en fait de ce type d'interaction proche entre humains et dauphins malheureusement est délétère pour ces animaux et je pense que alors l'idée c'est pas d'interdire évidemment, de les observer dans leur milieu parce que c'est un vecteur de sensibilisation qui est très important. Si ça peut, sensibiliser les gens à la protection alors du milieu marin d'une part, mais également de notre planète de manière générale, à travers l'exemple de ces animaux emblématiques que sont les baleines et les dauphins. C'est extrêmement important, c'est même crucial, mais je pense que dès le départ, il faut qu'on soit raisonnable. Aujourd'hui, on a suffisamment de connaissances pour savoir que ces interactions proches répétées, elles ont un impact délétère en fait sur ces animaux à long terme. Donc nous limiter, voilà, nous limiter encore une fois, je pense que cette posture d'invité dans le milieu, océanique est pas mal. Qu'on soit sur un bateau, qu'on soit, en snorkeling, qu'on soit en plongée sous-marine, on arrive, on observe, on essaye, d'interagir, le moins possible pour essayer d'impacter le moins possible ces animaux. Eux, ils sont chez eux, ils n'ont pas besoin de nous, hein. Nous, on arrive quelque part, on est un élément, perturbateur, que ce soit pour certains individus, perturbateurs positifs ou perturbateurs négatifs dans leur environnement et on n'aimerait pas, nous, qu'il y ait des gens qui débarquent tous les jours chez nous alors qu'on est tranquillement, assis dans notre canapé en train de lire un livre ou de regarder la télé peut-être, pour venir nous prendre en photo, nous caresser la tête, nous encadrer pour nous étreindre, quoi, voilà. En gros, à l'heure actuelle, sur Anguiroi, il y a 2 espèces emblématiques que les plongeurs, viennent ou espèrent en tout cas observer sous l'eau. C'est le grand dauphin et le grand requin-marteau. Et c'est vrai que quand les gens viennent pour observer les grands requins-marteaux, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'ils vont s'immerger et s'ils ont la chance de voir pendant 10 secondes un grand requin-marteau qui passe à 30 mètres d'eux, ils sortent de l'eau, c'est «Waouh, on a vu un grand requin-marteau, génial, c'est super!» et cetera. Donc ce qui paraît normal quelque part, hein, je veux dire, on a eu la chance de croiser cet animal, assez élusif dans son environnement, on est content de l'avoir vu, voilà, on n'a pas eu besoin en fait, d'avoir une interaction physique avec lui, ou en tout cas de le voir à 2 mètres de distance. Alors qu'avec les dauphins, c'est pas du tout ça, quoi. Ça dépend encore une fois comment les plongeurs sont briefés, mais ça arrive quand même assez régulièrement d'avoir des plongeurs, bah, voilà, ils ont vu, 2 dauphins passer, à 10 mètres quoi, qui les ont pas captés, parce qu'ils étaient peut-être en train de dormir, tout simplement. Les plongeurs n'ont pas eu d'attitude intrusive avec eux, donc il y a pas eu de réaction comportementale des dauphins vis-à-vis des plongeurs. Mais dans tous les cas, les gens sont: «Ah bah, ouais, les dauphins, on les a vus, mais bon, ils étaient pas très près et puis, l'observation a pas duré très, très longtemps». Alors pourquoi est-ce que, on va être émerveillé d'avoir observé un grand requin-marteau pendant 10 secondes à 30 mètres et qu'on va pas se satisfaire, de voir 2 dauphins qui passent à 10 mètres de nous pendant 30 secondes? Ça, c'est quelque chose pour moi qui reste un mystère, quoi. Essayons d'avoir un peu d'empathie, je pense, un peu plus d'empathie et de nous mettre un peu plus à la place de ces animaux, sans tomber dans un anthropomorphisme, évidemment exacerbé. Donc l'anthropomorphisme, c'est l'attribution de caractéristiques et d'émotions humaines à des individus appartenant à d'autres espèces. Ça peut être utile l'anthropomorphisme, mais il faut l'utiliser avec parcimonie et si ça peut nous permettre en fait d'avoir un peu plus de compassion et peut-être, d'empathie et de développer, plus d'éthique par rapport à nos interactions avec ces animaux, je pense que c'est pas mal. Les gens vont avoir des attentes, beaucoup plus élevées et vont être finalement blasés presque de juste voir des dauphins, de pas finalement pouvoir les toucher et cetera. Bah, ouais. Ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que, bah, de plus en plus, depuis les années 80, il y a des protestations, contre la mise en captivité de ces animaux. Ça fait, plaisir à de moins en moins de monde, en fait, de voir des dauphins, quelle que soit l'espèce, tourner en rond dans des bassins, être capturés en milieu naturel pour être mis captifs, apparaître dans des shows et cetera. Mais là, on va avoir tendance à reporter en milieu naturel quelque chose que l'on ne tolère plus. Cette consommation, en fait, cette appropriation de l'animal sauvage, donc en milieu captif, qu'on ne tolère plus, ben, on va la reproduire, en fait, aujourd'hui en milieu naturel. Et ça, c'est quand même assez dingue. C'est tout le paradoxe, en fait, de l'être humain, quoi, et de ses relations avec la faune sauvage. Est-ce qu'à Rangiroa, il y a déjà eu des accidents de plongée graves directement liés à l'interaction avec les dauphins?
C'est une très bonne question parce que moi, je ne l'ai pas, vu à titre perso. On sait qu'il y a des accidents de plongée réguliers. Graves, il y en a pas tant que ça, heureusement, mais il y a quand même des accidents de plongée réguliers sur la zone de Tiputa. Mais, on n'a pas forcément accès, en fait, à l'histoire des accidents. Donc malheureusement, je ne peux pas répondre, en fait, à ta question. Je sais qu'il y a des accidents, mais, je ne sais pas quelles sont les causes exactes, en fait, de tous ces accidents de plongée. Est-ce que tu penses que le Covid a eu une influence sur le comportement des dauphins? Alors des dauphins, je sais pas vraiment, honnêtement. Par contre, des requins gris, je sais pas si vous en avez parlé avec Eric quand vous l'avez interviewé. J'ai l'impression, encore une fois, c'est une impression, donc je mets ça vraiment entre guillemets, puisque quand on a été confinés en 2020, donc c'était de mi-mars à mi-mai, si je me souviens bien, ou début mai, donc plus personne n'allait à l'eau à Rangirois. Bon, on est à Rangirois, on est loin de tout, mais plus personne n'allait à l'eau. Et quand on a commencé à se remettre à l'eau, je me souviens, nous, on était juste allé faire un petit snorkeling dans la Passe avec mon compagnon pour retrouver le plaisir d'aller dans l'eau. Juste après le confinement, on s'est fait, mais vraiment, pas harceler, mais on s'est fait monter dessus par des requins gris. Et c'était assez impressionnant. C'était des choses qu'on voyait plus en fait sur la zone de Tiputa. Parce que nous, on n'est pas chasseurs sous-marins non plus. Donc, on n'a pas a priori de stimulus qui est censé exciter les requins, quoi, à notre présence. Et là, en fait, je me souviens, on s'est fait remonter dessus par des requins gris qui étaient assez intrusifs, assez inquisiteurs. Et je trouvais ça impressionnant. Et on avait vraiment alors l'impression que ces animaux avaient réinvesti leur territoire, en fait, quoi. Parce qu'il n'y avait plus d'activité humaine sur la zone. En fait, ils avaient vraiment réinvesti leur territoire. Et là, on revenait à l'eau et pouf, on était vraiment des intrus, en fait, chez eux. Après, au niveau des dauphins, difficile à dire. À titre personnel, j'ai pas vu de grande différence avant et après le Covid. Il y a des plongeurs qui te disent oui, mais si après le Covid, quand on a recommencé à être dans l'eau, les dauphins, ils avaient l'air d'être en manque, ils sont venus interagir avec nous, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le Covid, il y avait en gros une palanquée qui allait dans l'eau. Alors qu'avant le Covid, bon, il y a quand même 6 centres de plongée à Rangui, c'est tous les jours, il y a quand même un certain nombre de palanquées qui s'immergent tous les jours sur la zone de Tiputa. Donc je pense que tu peux pas comparer en fait une situation où tu vas avoir peut-être 5 ou 6 palanquets en même temps à l'eau et une situation où tu vas avoir une seule palanquée à l'eau en termes d'observation de dauphins. Les dauphins, s'ils ont envie d'interagir avec les plongeurs et qu'il n'y a qu'une seule palanquée sur site, ils vont moins avoir le choix, entre guillemets, que s'il y a 6 palanquées sur site. Donc cette palanquée va avoir peut-être plus de probabilité effectivement de croiser les dauphins. Ta thèse, elle aborde ensuite la question de la variabilité de la tolérance individuelle des dauphins. C'est super intéressant car on sait que tous les animaux ne sont pas identiques, bien évidemment, et qu'ils ont en fait des caractères. Ça rejoint notamment ce que nous disait Eric Clua, qui lui est parti étudier les orques il y a quelques mois pour expliquer la transmission de traits de caractère tels que l'audace. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces niveaux de tolérance et les facteurs qui l'impactent? C'était quelque part intuitif, je pense, chez beaucoup de monde déjà. Il y a même pas besoin, de faire une thèse de doctorat pour, déjà comprendre. Vous, je vois que vous avez un chat avec vous. Vous en avez 2 même des chats, c'est ça? Ouais, Ouais, Vous vous êtes certainement rendu compte que chacun de vos chats avait, son tempérament. Ils sont pas identiques tous les 2, j'imagine? exactement, c'est sûr. ouais. Bah oui, nous on a des chats à la maison aussi et puis, bah voilà, ils sont tous extrêmement différents. On en a un en l'occurrence qui est hyper audacieux, tellement d'ailleurs qu'on se demande comment il est encore en vie avec tous les chiens qui traînent dans le quartier. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il a un tempérament, très, très audacieux. Il est très, très rigolo ce chat quelque part, ça le rend assez marrant. Puis on en a un autre à côté, qui est lui, hyper farouche, extrêmement, timide on va dire, qui dès qu'il entend un son va sursauter, va aller se cacher, enfin qui est hyper craintif quoi. Donc on a en plus, nous, c'est vrai qu'avec nos chats à la maison, on a vraiment les 2 extrêmes. Et chez les dauphins, bah, c'est pareil. C'est pareil, bah, c'est comme chez les humains également. On va pas avoir une vision exhaustive évidemment de tous les traits de tempérament qu'on peut observer chez le grand dauphin, même s'il y a une étude qui a été publiée en 2021, alors là, en l'occurrence, en psychologie comparée. C'est pas de l'écologie comportementale, c'est de la psychologie comparée. Il y a une étude qui a été publiée en 2021 qui a essayé, alors à partir de dauphins captifs, mais d'un nombre assez important d'individus, plus de 100 dauphins, 100 grands dauphins, de déterminer quels étaient les traits tempéramentaux en fait présents chez cette espèce, le grand dauphin, à l'échelle de l'espèce. Donc ça, c'était un peu, j'allais dire une première, ça n'avait jamais été fait auparavant. Alors en milieu naturel, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et nous, on a plutôt une approche en fait d'écologie comportementale. Donc en écologie comportementale, il y a un petit nombre de traits en fait qui sont considérés pour mesurer le tempérament des individus sur lesquels on travaille. Et celui qui est le plus utilisé, c'est le trait timidité-audace. Donc c'est un axe qui va mesurer en fait les réponses comportementales de nos animaux, du plus timide, on va dire, au plus audacieux.
Alors ça va pas être genre, nous on a travaillé sur 20 dauphins par exemple, on a, 10 dauphins timides et 10 dauphins audacieux. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment un axe, en fait, c'est un continuum avec, on en a qui sont plus timides que d'autres, d'autres qui sont plus audacieux que d'autres, mais chacun en fait va avoir son degré de timidité, son degré d'audace et cetera. Ça, c'est quelque chose qui, intuitivement, on se doutait quand même que oui, il y avait ça chez les dauphins ici sur la zone de Tiputa. Mais là, ce qui était, intéressant dans le cadre de la thèse, c'est qu'on a vraiment pu le mesurer, en fait. On a pu l'analyser sur un nombre, d'interactions dauphins-plongeurs assez conséquent, puisqu'on a vraiment travaillé dans ce contexte spécifique des interactions dauphins-plongeurs, en observant, les réponses comportementales de chacun des dauphins vis-à-vis des plongeurs sous-marins. Sur une période de 3 ans, sur, plusieurs centaines en fait, d'observations, en s'attelant à décrire les unités, les réponses comportementales en fait de chaque individu, de chacun de ces 20 dauphins sur 3 ans vis-à-vis des plongeurs. Ça a été un travail monumental. Ça m'a pris 1 an et demi en fait pour analyser tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Et on s'est rendu compte évidemment que tous les dauphins, n'avaient pas, les mêmes réponses, vis-à-vis des plongeurs. Alors, ça peut être lié à des variables. Tu me posais la question, est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent en fait, cette audace ou timidité chez les dauphins? Alors nous, on a, mesuré l'influence de 3 variables en gros. La première étant le sexe de l'individu, mâle-femelle. Parce que par exemple, j'en sais rien moi, les femelles sont plus audacieuses que les mâles. Leur, stade de maturité, on peut dire leur âge. Mais pour simplifier, on a fait 2 catégories. On a considéré d'une part les individus matures sexuellement et d'autre part les individus immatures sexuellement. On va dire les jeunes et les moins jeunes. Et on a aussi, regardé quel était le taux de fidélité des animaux sur la zone de Tiputa. En gros, à quelle fréquence est-ce qu'ils vont, venir sur la zone de Tiputa? Parce que c'est vrai que sur cette zone, on a des dauphins qui sont résidents, donc on va observer quasiment tous les jours. On a des dauphins, donc qui sont non résidents. Alors parmi ces non résidents, on a ce qu'on appelle les semi-résidents et les visiteurs. Mais en gros, ces semi-résidents visiteurs, on va les observer entre 1 à 2 fois par semaine et 1 à 2 fois par mois. Donc on peut partir du principe que les dauphins résidents vont être plus audacieux que les autres en présence de plongeurs sous-marins. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors non seulement, il n'y a pas d'influence significative en fait du sexe des individus, sur, l'audace des dauphins. On a des mâles audacieux et des femelles audacieuses, des mâles timides et des femelles timides. On n'a pas non plus d'influence du taux de fidélité des animaux. On a des résidents qui sont audacieux et d'autres qui sont timides. On a notamment une femelle assez âgée, June, qui a plus de 40 ans aujourd'hui, qui vit sur la zone de Tiputa, depuis au moins que nous on a commencé en fait notre suivi des dauphins, donc depuis plus de 15 ans, qui est résidente sur la zone. On observe au quotidien, alors on observe depuis la terre parce qu'on fait aussi des observations depuis la terre, ce qui nous permet nous d'avoir une vision un peu plus, objective en fait, sans influencer les dauphins, de qui est là et qui n'est pas là. Et cette femelle-là, elle reste systématiquement à distance des plongeurs, elle ne tolère pas ou tolère difficilement la présence des plongeurs sous-marins, elle interagit jamais avec les plongeurs. Pourtant ça fait, elle a plus de 40 ans, donc elle est habituée évidemment à la présence des plongeurs sur zone, mais pas au point d'aller interagir avec eux. Voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas ne l'intéresse pas semble-t-il. Et on a alors ce facteur, mature-immature, alors lui par contre, il a une influence sur le degré d'audace, des dauphins, vis-à-vis des plongeurs. Et ce qu'on a remarqué, à travers donc cette étude, c'est que, les dauphins immatures étaient beaucoup plus audacieux. Donc en fait, l'audace pourrait presque être un trait propre à cette catégorie en fait d'individus, ce qui est observé chez d'autres espèces, hein. Chez des éléphants de mer par exemple, chez des dauphins tachetés, chez différentes espèces de primates aussi, où des chercheurs se sont rendus compte que, les jeunes individus étaient beaucoup plus audacieux en fait, avaient beaucoup plus tendance à se mettre dans des situations potentiellement risquées que des individus plus âgés. C'est le cas chez nos dauphins également, à Rangiroa, puisque, en fait, on a alors considéré 5 dauphins qui étaient particulièrement audacieux dans le cadre de la thèse vis-à-vis des plongeurs. Et sur ces 5 dauphins, il y en a 4 qui sont des immatures. Et ce qui est même, j'allais dire, encore plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a vu que tous les audacieux ne réagissaient pas de la même manière vis-à-vis des plongeurs. Donc là, on se rapproche encore plus en fait de la mise en évidence de personnalité chez les dauphins. Autant ce trait de tempérament audace pourrait être un trait, j'allais dire, propre uniquement aux jeunes dauphins, qui ne subsiste pas en fait quand ils passent le stade de la maturité sexuelle. Autant, en regardant avec subtilité en fait les réponses des dauphins audacieux, on s'est rendu compte qu'il y en avait certains qui étaient plus du genre, entre guillemets, à interagir physiquement avec les plongeurs sous-marins, alors qu'on en avait notamment une autre, je pense à Zip, hein, une jeune femelle, qui elle ne tolère absolument pas le contact physique initié par les plongeurs. J'ai toujours vu éviter le contact en fait, hein, rester à distance respectable de la main des plongeurs.
et qui par contre adorent se rapprocher excessivement en fait des plongeurs pour interagir avec des caméras sous-marines. Donc ça, c'est assez dingue. Je l'ai eu, pendant 3 ans là, quand on a collecté nos données, utilisées dans le cadre de la thèse, qui venaient. Alors j'utilisais le matériel du coup d'Éric, qui m'avait laissé, un appareil photoréflexe avec un gros caisson et un hublot bulle, et elle avait tendance à venir systématiquement interagir, mais parfois pendant très, très longtemps, hein, 10, 15, 20 minutes avec ce caisson. Il y avait quelque chose qui semblait la fasciner en fait, dans ce matériel photo, vidéo sous-marine. Est-ce qu'elle voyait son reflet dans le hublot? J'en sais rien. Je peux pas te dire exactement ce qui l'intéressait là-dedans. Dans tous les cas, elle avait vraiment une fascination pour ça, et c'était la seule. Sur les 20 dauphins en fait étudiés sur 3 ans, c'est la seule qui avait cette fascination pour les caméras, qui ne tolérait pas de contact physique de la part des plongeurs sous-marins, alors que les autres audacieux ne s'intéressaient pas forcément aux caméras, et eux par contre toléraient, voire recherchaient un contact physique avec les plongeurs. Donc on voit qu'ils ont quand même chacun leur personnalité. Est-ce que quand tu es sous l'eau, tu arrives à reconnaître les dauphins ou est-ce que c'est après, grâce aux photos que vous avez prises, que vous arrivez à les identifier? Alors c'est un peu des deux. Quand les dauphins sont suffisamment proches, j'arrive à les identifier dans l'eau. Parce que bon, maintenant ça fait plus de 15 ans que je travaille sur eux. Aujourd'hui, il y a 25 dauphins. Il y a 50% à peu près de ces 25 dauphins qui étaient déjà là il y a 15 ans. Donc tu imagines, hein, qu'ils sont quand même vachement fidèles à la zone. Maintenant, ces dauphins-là, c'est un entraînement, hein, évidemment, mais j'arrive à les identifier quand même très facilement. Et sous l'eau, alors on va regarder, la nageoire dorsale des dauphins, puis on va regarder d'autres caractéristiques aussi. La forme du corps, la pigmentation, des cicatrices qui nous permettent de les identifier. Et c'est vrai que je pense que mon cerveau maintenant est tellement entraîné en fait à identifier ces individus-là que quand je suis sous l'eau, voilà, quand ils passent, je dis ah bah tiens là il y a June, Kaline, Enzo, machin, tac 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 tac. Ça a souvent tendance à impressionner les gens, mais c'est vrai qu'en fait c'est beaucoup d'entraînement. Je fais ça depuis 15 ans quoi, donc c'est pas si étonnant que ça, je pense en réalité. Et après parfois quand il y a des dauphins qui sont un peu plus éloignés, ou alors quand il y a beaucoup d'individus. Des fois tu plonges, tu vas avoir un groupe de 15 dauphins qui va passer. Alors là, tu vas regarder, il y a machin, 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 et puis au bout d'un moment, bon, quand il passe, ton cerveau a ses limites aussi. Donc à ce moment-là, parallèlement, en fait, on va filmer ou photographier, et après coup, sur l'ordinateur, on va regarder, ah bah oui, tiens, il y avait aussi tel dauphin, tel dauphin, tel dauphin. On va compléter en fait l'information. L'audace, elle s'estompe systématiquement avec le temps? On ne sait pas. En fait, l'idéal, ce serait de continuer à mener des études sur ces individus pour voir comment l'audace de ces jeunes dauphins qui ont été suivis, échantillonnés là entre 2018 et 2020 évolue dans le temps. Est-ce qu'à partir du moment où, notamment ces femelles, en fait, ces jeunes femelles audacieuses atteignent le stade de la maturité sexuelle, ont leur premier petit, elles continuent à se comporter de manière aussi audacieuse vis-à-vis des plongeurs? Alors, on peut l'observer de manière empirique, puisque nous, on continue à plonger très régulièrement sur la zone de Tiputa, donc on continue à observer, à suivre ce qui se passe. Et il semblerait, par exemple, que Zip, dont je parlais, hein, fascinée par les caméras, elle a eu sa première fille en décembre 2021, qui est née maintenant il y a 3 ans et demi. Hein. Ouais, c'est ça, 3 ans et demi. Et du coup, depuis qu'elle a eu sa fille, en fait, on la voit quasiment plus interagir avec les plongeurs. Les plongeurs ne l'intéressent plus du tout. Elle passe du temps avec sa fille, elle passe du temps avec d'autres dauphins de la communauté, mais on la voit maintenant très peu, alors qu'elle était vraiment impliquée à 90%, je pense, dans les interactions dauphins-plongeurs qu'on a échantillonnées sur la période en fait, d'études. Là, on la voit quasiment plus. Et on a eu aussi une autre femelle, Kaline, qui elle était très impliquée dans des interactions physiques avec les plongeurs sous-marins, qui a eu sa première fille cette année, au mois de mai. Et elle, alors on la voit moins en interaction, mais elle continue quand même à venir en interaction physique avec les plongeurs. D'où le fait, d'après nous, que ce ne soit pas que lié évidemment au tempérament des dauphins, mais qu'il y ait d'autres facteurs en fait qui rentrent en ligne de compte, comme du conditionnement opérant notamment. Est-ce que cette audace, elle peut se transmettre entre les dauphins? Je sais pas trop comment l'expliquer, mais par exemple, un dauphin jeune va voir que tous les dauphins avec qui il est vont aller vers les plongeurs. Est-ce que ça va l'inciter lui-même à aller vers les plongeurs aussi? Ça peut, oui, tout à fait. C'est intéressant d'ailleurs d'observer ça et d'essayer de faire la part des choses entre ce qui peut être transmis socialement, puisque les dauphins sont des animaux très sociaux, de très bons imitateurs également. Donc tu vas avoir une transmission verticale en fait de certains comportements. Alors verticale, ça veut dire de la mère au petit. On a par exemple une jeune femelle dauphin qui était impliquée dans les interactions proches dauphin-plongeur, qui depuis son plus jeune âge a vu sa maman se comporter de cette manière-là, donc qui probablement a été majoritairement influencée par le comportement de sa maman. C'est peut-être même pas forcément lié à un trait d'audace au sens strict du terme.
Ça peut être majoritairement lié en fait au fait que sa maman se soit comportée de cette manière-là. Et on a aussi donc de la transmission culturelle horizontale entre individus en fait qui sont socialement proches. Et ça a été typiquement le cas de Kaline, dont j'ai parlé auparavant. Puisqu'en gros, Kaline, elle n'est pas née sur la zone de Tiputa. Sa maman a toujours été très farouche vis-à-vis des plongeurs sous-marins. Sa maman est observée 1 à 2 fois par semaine sur la zone de Tiputa. Elle ne s'approche pas du tout des plongeurs. Elle ne tolère que très très peu la présence des plongeurs en fait. Et du coup, Kaline, quand elle était petite, elle a passé 4 ans avec sa maman jusqu'à l'âge du sevrage et elle-même restait assez distante vis-à-vis des plongeurs sous-marins. Mais malgré tout, en tant que juvénile, elle avait aussi tendance à socialiser assez régulièrement avec d'autres juvéniles de la communauté. Et dans le cadre de ces socialisations de jeunes dauphins, ça leur arrivait de venir tourner autour des plongeurs, etc., etc. Elle a été sevrée, Kaline, en 2018. Et en 2018, en fait, quand elle a quitté sa maman, quand elle a été plutôt chassée par sa maman, elle a intégré en fait le groupe des résidents de la zone de Tiputa. Donc elle s'est vraiment installée en fait sur la zone de Tiputa. Et elle a formé une espèce de petite bande en fait avec 2 autres femelles de son âge, Rose et Zélie, qui elles-mêmes étaient nées sur la zone de Tiputa, donc qui avaient été habituées dès leur plus jeune âge à la présence des plongeurs et qui pour Zélie même interagissaient de manière proche avec les plongeurs depuis des années. Et c'était assez intéressant en fait, puisque pendant plusieurs mois, on a vu ce trio de jeunes femelles sur la zone de Tiputa, donc Kaline, Zélie et Rose, qui naviguaient là, qui étaient vraiment là en permanence. Et parmi ces 3 femelles, on avait Zélie qui venait régulièrement auprès des palanquets pour interagir physiquement avec les plongeurs. Et on avait d'une part Rose et d'autre part Kaline qui restait, elle, en périphérie, qui attendait entre guillemets leur copine, le temps qu'elles finissent d'interagir avec les plongeurs. Et quand Zélie avait terminé, elle les rejoignait et elle partait. Donc elle restait vraiment toujours à distance. Alors on avait Rose. Pour Rose, c'est intéressant puisque elle, en fait, elle était née sur la zone de Tiputa. Donc elle aurait pu, elle aussi, très très jeune, être impliquée dans les interactions avec les plongeurs. Ça n'a jamais été le cas. Elle fait partie de ces jeunes individus qui n'ont jamais toléré en fait d'interactions proches avec les plongeurs, et notamment d'interactions physiques. Et Kaline, elle, ça a vraiment, j'allais dire, changé du jour au lendemain presque. Alors, ça a changé pour nous, humains, du jour au lendemain, mais en réalité, ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'elle voyait sa pote Zélie qui venait interagir avec les plongeurs. J'imagine qu'elle observait ça avec un peu de distance, qu'elle s'est rendue compte quand même au bout d'un moment qu'a priori, il n'y avait pas trop de risque à ça. Il semblait que Zélie trouve ça agréable. Et du jour au lendemain, on l'a vue elle-même, Kaline, en fait, pouf, au milieu d'une palanquée caressée par des plongeurs. Alors que sa maman n'est pas très tolérante à la présence des plongeurs. Donc ça, c'est typiquement le fruit de ce qu'on appelle une transmission culturelle horizontale de comportement d'un dauphin à un autre. Ça peut être aussi lié à l'imitation, ça peut impliquer différents types d'apprentissage, mais en tout cas, ça rentre là-dedans, quoi. Donc, ça fait partie des facteurs qui peuvent expliquer en fait la transmission de ces comportements, la propagation de ces comportements au sein de la communauté. Et du coup, c'est pas évident de faire la part des choses entre qu'est-ce qui tient du tempérament, qu'est-ce qui tient du social, qu'est-ce qui tient en fait peut-être d'autres facteurs environnementaux. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et permettre d'expliquer en fait ces réponses comportementales des dauphins vis-à-vis des plongeurs. Une des choses que pointe ta thèse, c'est aussi l'absence de réglementation explicite pour limiter les impacts négatifs du tourisme de plongée sur les dauphins. Elle propose aussi des mesures pour améliorer la durabilité de ces activités, comme bien sûr l'éducation des plongeurs et la mise en place de règles adaptées au contexte local. Toi qui vis et qui plonges au quotidien à Rangiroa, quelles sont les actions concrètes que tu préconises de mettre en place ? Merci pour cette question. Alors, nous, on a fait un peu le tour en fait de la question, c'est le cas de le dire, dans le cadre de la thèse. Et notamment, j'ai épluché un peu toutes les réglementations et papiers traitant du sujet qui existent dans le monde pour encadrer les mises à l'eau avec les mammifères marins. Alors nous, on a la chance en fait en Polynésie de pouvoir se mettre à l'eau avec les animaux et je suis vraiment partisane de ça. Mais il faut savoir que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde où il est interdit tout simplement de se mettre à l'eau avec des mammifères marins. Voilà. Donc nous, on a la chance de pouvoir le faire. Essayons de le faire de manière raisonnée. À Rangiroa, alors je vais venir aux recommandations. Je voulais juste présenter un peu le contexte quand même. Pourquoi justement ça fonctionne difficilement sur Rangiroa? Parce que on pourrait se dire bon, on a une toute petite zone en réalité, la zone de Tiputa, où vivent les dauphins. C'est une zone qui fait moins de 2 km². Les activités touristiques en fait qui fréquentent cette zone, elles sont très faciles à délimiter. On a les activités de plongée sous-marine, on a les tours opérateurs qui vont dans la passe de Tiputa avec leur bateau quand les dauphins viennent surfer et sauter pour essayer de montrer à leurs passagers, les dauphins,
qui surfent dans les vagues. Ce serait très facile en réalité de mettre en place quelque chose et de gérer de manière intelligente, entre guillemets, et raisonner ces activités touristiques sur la zone de Tiputa. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant? Bonne question. Alors, c'est certainement lié au fait que quand même l'atoll de Rangiroa, c'est un endroit qui est éloigné, isolé. Également au fait qu'on a eu une expansion en fait non gérée extrêmement rapide de ces activités en fait touchant, ciblant les mammifères marins sur la zone de Tiputa. Il y a rien qui a été fait en amont pour se dire: «Bon allez, on se pose tous autour d'une table. Il y a des dauphins qui vivent là, c'est intéressant, ça peut être intéressant en termes économiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de développer des activités autour de ça, tout en n'ayant pas un impact trop important et en ne tuant pas tout simplement la poule aux œufs d'or?» Ça n'a jamais été fait. Après, il y a eu aussi et il y a toujours beaucoup de communication très impactante et trompeuse autour de ces interactions dauphins, plongeurs sur la zone de Tiputa. Alors tu vas avoir de la communication qui va être gérée, hein, de la part notamment des structures de plongée, puis tu as aussi de la communication indirecte, hein. Toutes les personnes qui viennent plonger à Rangui qui vont après, partager, leurs, photos, leurs vidéos sur les réseaux sociaux et cetera. Ça peut faire énormément de mal aussi, même beaucoup plus, j'allais dire, que la communication directe de la part des structures. On le voit, dans d'autres situations, de tourisme animalier. Ensuite, bah, voilà, les réglementations, tu en as parlé effectivement. Déjà, elles ont le mérite d'exister. Je trouve ça très bien. Depuis 2002, on est dans un sanctuaire des mammifères marins en Polynésie. Il existe des réglementations qui encadrent l'observation des baleines et des dauphins, dans les eaux polynésiennes, c'est très bien. Par contre, malheureusement, c'est vrai qu'elles sont pas adaptées au contexte de la zone de Tiputa. Elles sont assez vagues, en fait et surtout, elles ont jamais été mises en application. C'est-à-dire que des comportements illégaux, hein, si on part de ce principe sur la zone de Tiputa avec les dauphins, on en voit tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais, il y a jamais aucune, administration, en gros, qui, n'a fait mettre en application les réglementations. Donc forcément, ça motive personne, j'allais dire, à changer ses pratiques, hein. Pour l'instant, ça marche, allez hop, ou ça marchouille en tout cas. Les gens, ils sont contents de voir des dauphins de près. Pourquoi on changerait, quoi? Après tout, voilà, c'est un peu encore une fois, une vision à court terme et on n'imagine pas à long terme ce que ça peut donner. Après, bah, c'est vrai aussi que quand même depuis le début, bah, nous, le suivi scientifique qu'on fait, depuis le début sur la zone de Tiputa, c'est un suivi bénévole, donc on fait du mieux qu'on peut, mais malgré tout, bon, on n'a pas non plus des moyens, énormes pour pouvoir faire quelque chose, d'exhaustif, quoi, en termes de suivi scientifique. Et puis aussi, malheureusement, voilà, il y a vraiment un manque de coordination, et de communication entre toutes les parties prenantes. C'est très, très difficile à Rangiroa d'arriver à faire communiquer, les plongeurs, les excursionnistes lagonaires, les associations, les pêcheurs, parce que bon, la passe de Tiputa, c'est aussi une zone de pêche, par exemple, de mettre tout le monde d'accord. Alors c'est vrai qu'il y a, des initiatives en ce sens depuis maintenant, 2 ans. Il y a le projet de mise en place d'un espace naturel protégé sur la zone de Tiputa, ce qui est très bien. Et il y a des personnes qui sont des locomotives là-dedans, hein, comme Siméon par exemple, qui ont vraiment, j'allais dire, cette force, ce «leadership» entre guillemets, ou cette régularité en fait pour, réussir à réunir les gens en fait de manière régulière, à mettre tout le monde autour d'une table, essayer de trouver des consensus et ça c'est très, très bien et soutenu par la commune de Rangiroa aussi, donc ça c'est top. Après de manière concrète, nous, qu'est-ce qu'on propose pour essayer de limiter nos impacts sur les dauphins? Parce qu'on sait que de toute façon, à partir du moment où on va, soit faire du bateau, soit plonger sur la zone de Tiputa, on aura forcément un impact, non seulement sur les dauphins, mais sur leur environnement. Alors déjà, de manière générale, essayer de développer un mode de gestion un peu proactif, c'est-à-dire de voir un peu en amont, avant de développer quelque chose, comment ça peut tourner, ce qui n'a malheureusement pas été fait sur la zone de Tiputa. J'allais dire de manière générale, ce serait une bonne idée. Améliorer la communication entre toutes les parties prenantes justement, donc ça c'est un peu en cours à travers, ce projet d'espace naturel protégé là, qui est notamment soutenu par la commune de Rangiroa. De manière vraiment très, très directe, je pense qu'il faudrait vraiment délimiter les habitats préférés par les dauphins sur la zone de Tiputa et circonscrire des zones, tout simplement où on ne va pas. On sait que les dauphins là, ils ont plutôt tendance à se reposer. On sait que les dauphins là, ils ont tendance à socialiser, c'est des zones qui sont importantes pour eux. On peut les voir peut-être sur des zones adjacentes, alors allons sur les zones adjacentes, mais quand ils sont sur ces zones privilégiées, n'y allons pas. Laissons-les tranquilles. Ensuite, en tant que mesure quantifiable, donc assez facile à appréhender, on a, limité le nombre de bateaux, limiter peut-être aussi le nombre de prestataires, ça c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais bon, au moins le nombre de bateaux, le nombre de nageurs, le nombre de plongeurs sous-marins. Parce qu'il faut savoir que les activités ici touristiques, ciblant les dauphins, elles ont lieu toute l'année. C'est toute l'année, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, entre 8 heures et 17h30. Donc c'est quand même vraiment soutenu, quoi, hein. Ensuite, décourager tous les efforts qui sont faits sous l'eau encore aujourd'hui pour essayer d'attirer les dauphins.
et qui sont souvent d'ailleurs initiés par les moniteurs de plongée. Les moniteurs de plongée sont des maillons essentiels entre le grand public et l'environnement et malheureusement, aujourd'hui encore, ce sont eux qui vont, entre guillemets, donner le mauvais exemple, l'exemple intrusif vis-à-vis des dauphins. Ils vont briefer leurs plongeurs et ils vont sous l'eau adopter des attitudes qui encouragent les plongeurs à avoir des attitudes à encourager, à conditionner les dauphins. Donc ça, quand même, je pense que en tant que moniteur de plongée, normalement, en plus, les plongeurs sont censés être formés à ne rien toucher dans l'eau. Donc pourquoi on le ferait avec le reste et pourquoi on ne le ferait pas avec les dauphins? Décourager donc évidemment toutes les tentatives faites pour essayer d'interagir de manière proche, notamment avec les jeunes individus. Nous, on est assez préoccupés là quand même parce qu'on a ce jeune dauphin de 5 mois. On a vu notamment des moniteurs en fait de Rangirois qui l'attrapent, qui le manipulent, qui le tournent dans tous les sens, qui le caressent, etc. devant leurs plongeurs, quoi. Déjà, c'est pas un bel exemple à montrer. Et puis ensuite, ça va impacter quand même, comme je le disais à un moment, le répertoire comportemental de ce dauphin. Et ce dauphin, aujourd'hui, nous, voilà, on l'a eu, il essaye de choper nos palmes, nos manomètres, etc. Donc c'est risqué pour le dauphin et c'est risqué pour les plongeurs aussi. Évidemment, interdire les contacts physiques. On a des dauphins qui sont habitués à la présence des plongeurs. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir, en s'immergeant sur la zone de Tiputa, observer des dauphins qui nous tolèrent dans leur environnement, qui vont continuer à se comporter, j'allais dire, comme un dauphin, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, pour le faire simple. Donc profitons de ça, regardons-les interagir entre eux, regardons-les passer, devant nous sans nous capter. Essayons d'être discrets et de profiter de l'observation, mais n'allons pas encourager des contacts physiques avec eux. En gros, nous, on est vraiment pour la promotion d'un comportement humain passif sous l'eau. Voilà, vis-à-vis de la faune marine. Alors on prend le cas des dauphins, mais j'avoue que ça marche pour n'importe quel, animal marin. Après l'éducation, ouais, ça c'est super, super, super important. Je pense qu'il faudrait vraiment développer des programmes éducatifs soutenus sur la zone de Rangui. Alors nous, c'est ce qu'on voudrait faire avec l'association Dauphins de Rangirois, maintenant que la thèse est finalisée. Vraiment rebondir là-dessus parce qu'il y a un grand besoin à ce niveau-là. Peut-être des formations, développer des outils de communication. Alors des outils basés sur, des données précises et réelles, hein, scientifiques au sujet des dauphins, des impacts du tourisme, des réglementations existantes. Parce que bon, pas basé sur des croyances évidemment, parce qu'il y en a quand même beaucoup, j'allais dire, voilà, Flipper le dauphin, bon évidemment, on va pas développer des outils, qui vont, promouvoir, les comportements qu'on pourrait avoir vis-à-vis de Flipper, mais, des comportements en fait, qui sont recommandés par des experts partout dans le monde. Adapter, aussi ces programmes éducatifs à différentes audiences, parce qu'on peut avoir, les populations locales, on peut avoir les moniteurs de plongée, on peut avoir les touristes, on peut avoir les jeunes aussi de l'île, les scolaires et cetera. Proposer des solutions positives concrètes qui permettent aux personnes de pouvoir, profiter de leurs observations de dauphins, mais de manière éthique, de manière un peu plus responsable et aussi donner l'opportunité aux gens d'agir. Alors nous, à travers l'association, c'est vrai que, on fait ça en proposant ce qu'on appelle des programmes d'éco-volontariat. Donc c'est des personnes qui, sont intéressées ou non par les dauphins, à la base d'ailleurs, ou sont en tout cas intéressées par l'environnement marin, qui, ont des niveaux de plongée, qui aiment plonger, qui veulent voyager, mais qui veulent voyager différemment et qui décident en fait, de s'impliquer avec nous pendant 2 semaines sur Anguille, pour, une petite mission, où ils sont formés, briefés, ils plongent avec nous, ils nous aident à collecter des données sur les dauphins, on leur apprend à mieux comprendre le comportement des dauphins, identifier les individus et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des missions d'éco-volontariat. C'est une forme de science participative en réalité et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Je pense que, de permettre aux gens de s'impliquer aussi et de comprendre. Le fait de prendre le temps aussi avec les gens, que ce soit des gens qui viennent pour, 1, 2 semaines, ça permet de se poser en fait, et vraiment de s'imprégner du contexte, de comprendre ce qui se passe et c'est non seulement intéressant, pour ces personnes qui viennent nous rejoindre et qui nous aident, mais c'est aussi intéressant pour nous sur le terrain parce que c'est des apports de l'extérieur, des gens qui viennent avec des compétences, des expériences qui sont très diverses et qui nous apportent aussi énormément. Donc ça, c'est top. Et donc pour finir, au niveau des réglementations, parce que tu me parlais des réglementations, ouais, l'idéal en fait, ce serait d'adapter vraiment les réglementations concernant l'approche et l'observation des mammifères marins, au contexte, typique de Rangirois, qui est un contexte quand même un petit peu particulier et aussi et surtout de les mettre en application, ces réglementations. Parce qu'en gros, s'il existe des réglementations, mais que chacun peut faire ce qu'il veut sous l'eau et que c'est jamais sanctionné, tout le monde va continuer à faire ce qu'il veut sous l'eau. Donc moi, je suis pas trop pour la carotte et le bâton, c'est pas trop mon état d'esprit à la base. Et je pense qu'à un certain moment, malheureusement, quand il existe des réglementations, c'est bien quand même de sanctionner à un moment ou en tout cas de les mettre en application. Et d'essayer effectivement de limiter aussi toutes ces communications trompeuses ou un peu tapageuses autour des dauphins. Ça, c'est très, très difficile à gérer, mais je pense que ça ferait beaucoup également. Sur place, à Rangirois, est-ce que tu constates des attentes différentes vis-à-vis des dauphins en fonction de la culture ou de la nationalité des plongeurs et des touristes? C'est une super question ça. On m'avait jamais posé celle-là. J'ai un exemple comme ça qui me vient en tête en fait.
C'était il y a quelques mois, je crois. C'était dans un autre centre parce qu'il y a des échanges entre les centres de plongée quand même, heureusement. Et des Américains qui habitent à Hawaï, je sais pas dans quelle île exactement, qui sont venus à Rangiroa plonger avec un centre de plongée et qui ont pu, caresser les dauphins du coup sous l'eau. On leur a demandé, ils nous ont relaté en fait leur expérience et tout avec les dauphins à Rangui. On leur a demandé en gros, de nous raconter un petit peu comment ils avaient vécu la chose et cetera et pourquoi ils avaient choisi en fait de rentrer en contact physique avec les dauphins. Et ils nous ont répondu: «Parce que chez nous, c'est interdit de le faire, alors en gros, du coup, on vient en Polynésie parce qu'ici, on peut le faire». Ça, j'ai trouvé ça dingue, en fait, quoi. Aux États-Unis, on n'a pas le droit, en fait, de le faire, évidemment. Les réglementations, interdisent ce type, d'interaction, de conditionnement, en fait, des dauphins. C'est assez horrible en réalité parce que j'allais dire, il y a plein d'autres choses qui sont interdites, hein, dans plein de pays et des gens vont pas hésiter à aller dans d'autres pays où c'est autorisé pour pouvoir le faire et ça peut aller bien au-delà, évidemment, de contact physique avec les dauphins. J'ai trouvé ça assez étonnant. Après, je peux pas te dire s'il y a vraiment, un clivage en termes de nationalité, de culture. Alors moi, je travaille au sein, en fait, d'un centre de plongée. On a un centre de plongée sur Anguille qui nous a laissé une partie de ses locaux pour qu'on puisse développer les locaux de l'association et très bientôt d'ailleurs, développer à nouveau des conférences sur les dauphins, donc ça, c'est top et c'est un centre de plongée qui fonctionne bien, qui a une politique assez claire par rapport à l'approche de l'environnement marin. C'est pour ça aussi qu'on s'entend bien, je pense. Et on voit passer, là, cette année, beaucoup, alors des francophones, oui, pas mal. Ça représente une bonne partie quand même des plongeurs qui viennent. Alors francophones, donc français, canadiens, belges, suisses. On a pas mal d'anglophones aussi, beaucoup d'américains, de nord-américains et non, j'ai pas vu trop de différence à ce niveau-là. Tu peux nous donner le nom du club qui t'héberge? Alors nous, en fait, le club qui soutient en gros nos actions associatives, c'est le Rangiroa Diving Center. C'est un centre en fait qui est situé, juste à côté du quai de Hohotu, au bout de la route principale. On est vraiment à côté de la petite marina de Hohotu, à côté il y a 2 snacks juste à côté en fait. Ah, on a eu des Coréens aussi, de plus en plus, on a des Coréens qui viennent plonger. D'ailleurs, souvent ce sont des très bons plongeurs les Coréens. Je pense qu'ils sont très bien formés à la base. Je trouve ça super intéressant de pouvoir, rencontrer des gens, issus, j'allais dire d'origines si différentes. Ça, c'est super intéressant, c'est très enrichissant. Après, je pense que, les attentes des gens qui viennent sont plus, liées au comportement du moniteur de plongée. Moi, je reste convaincue, en fait, que c'est lié à ça, parce que souvent, donc les gens qui viennent plonger au centre, ils ont pas d'attente particulière. Alors, ils peuvent avoir des attentes du type, voilà, nous, on aimerait voir un grand requin-marteau, nous, on aimerait voir des dauphins, nous, on aimerait voir, des rays manta, sachant que des rays manta sur la zone de Tipouta, on n'en observe plus trop malheureusement. On peut avoir de ce type d'attente, mais c'est pas très spécifique. C'est pas: «Ah bah tiens, nous, on a envie de toucher un dauphin». Ça, non, nous on l'a pas beaucoup. On l'a même, quasiment pas en fait. Quand les gens contactent le centre déjà, je pense que le message en amont, par email, par WhatsApp, peu importe, est assez clair. C'est, bah, voilà, si on a la chance de pouvoir voir ces animaux, tant mieux, mais on reste dans un milieu naturel, on sait jamais ce qu'on va voir. Les plongées sont un peu imprévisibles en plus sur la zone de Tipouta, c'est ce qui fait le charme aussi de ce spot de plongée. Donc les gens sont déjà prévenus et quand on leur dit, en fait, souvent ils acquiescent quoi. «Beh, oui, bien sûr, on s'en doute, c'est un milieu naturel, donc oui, voilà, c'est pas un parc aquatique, c'est pas un delphinarium, donc évidemment, on sait qu'on n'est pas sûr de voir un grand requin-marteau, des dauphins et cetera». Et après voilà, alors déjà le comportement du staff, du personnel du centre de plongée est décisif à ce niveau-là, en amont et après sur place, c'est le comportement des moniteurs. Le briefing que va faire le moniteur, le comportement que va adopter le moniteur sous l'eau est vraiment essentiel et les gens, en fait, s'y plient parce que les gens, ils ont confiance en leur moniteur de plongée, en fait. Les gens, souvent, il y a une bonne relation qui s'établit entre les plongeurs qui viennent au centre et leur moniteur de plongée. Ils ont confiance en lui parce que c'est vrai qu'il est détenteur de la connaissance, hein, il connaît la zone. Il connaît les risques liés à la zone de Tipouta et a priori, il est censé aussi connaître les animaux. Donc ouais, si le moniteur dit, pour le simplifier à l'extrême, bah ici, voilà, c'est interdit de toucher les dauphins, on touche pas les dauphins parce qu'en plus, ça peut avoir tel, tel, tel impact sur les animaux. Les gens, ah ouais, bien sûr, il y a pas de souci. Ils se posent même pas de questions en fait, quoi. Voilà, c'est même pas, ils envisagent même pas de le faire sous l'eau en fait. Et quand tu vois leur comportement sous l'eau, mais ils sont hyper clean en fait, les plongeurs. Il y a les dauphins qui passent, qui viennent tourner autour, ils sont là, ils observent et tout, mais tu vois pas une main tendue. Enfin voilà, ils profitent, ils font des images, ils sont contents, et ils sortent de l'eau, ils sont super heureux. Ils sont vraiment très, très contents, quoi. «Ouais, on a vu des dauphins». «OK, vous avez vu des dauphins, vous avez fait quel type d'observation?» «Bah, tiens, je vais te montrer sur ma caméra. Est-ce que tu peux me dire quel dauphin on a vu?» Ça, c'est quelque chose qu'on me pose aussi souvent la question. «Alors là, regarde les dauphins que tu as vus, OK, ils passent, à 2 mètres de toi. Bah, là, regarde, ils sont en train de dormir, en fait». Tu vas avoir, Hiria, tu vas avoir Enzo et puis tu vas avoir, Zip, par exemple, avec, sa fille qui est née là, machin et cetera et les gens, ils sont super heureux de ça, en fait. Ils sont vraiment très, très contents.
Il y a pas besoin, je pense que tout est, dans la mesure des choses. À partir du moment où tu leur donnes pas des attentes irréalistes, à partir du moment où ils se sentent en sécurité, encadrés par une personne qui connaît la zone, qui leur explique en fait que, bah, voilà, il y a des choses qui peuvent se faire sous l'eau, il y a des choses qui peuvent pas se faire et à partir du moment où ils ont des réponses à leurs questions aussi, parce que souvent les gens, ils ont quand même des questions sur les dauphins et c'est vrai qu'au centre de plongée, bah, j'allais dire, ils trouvent des réponses à leurs questions puisque moi j'y suis au quotidien aussi, puisque je travaille avec l'association. Les gens, ils sont ravis, franchement, ils sont super heureux. Nous, quand on était allés à La Réunion, quand on avait plongé avec les baleines, ils nous avaient dit: «On n'est pas sûr d'en voir» et bah, si les gens, ils en voient pas, en fait, ils sont très déçus. Je pense que ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, ça dépend de leur expérience en plongée aussi. Là, on est dans un cadre un peu particulier malgré tout qui est la plongée sous-marine. Et c'est vrai que sur la zone de Tiputa, bon, l'animal emblème, ça reste le grand dauphin. D'ailleurs, c'est l'emblème de la commune de Rangiroa, le grand dauphin. Mais tu peux voir plein d'autres choses, en fait, sur la zone de Tiputa. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les moniteurs aussi s'intéressent à tout ce qui est autour des dauphins, comme, bah, sur le récif, mais il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Plein de chirurgiens d'espèces différentes, des perches, des perroquets, des napoléons, des murènes, des carangues de plein d'espèces. Il y a plein de comportements de poissons hyper intéressants qui peuvent être observés, en fait, au niveau du récif. Dans le bleu, à l'angle de la Passe, tu as un immense banc de barracuda que tu peux voir quand même assez régulièrement, c'est magnifique, quoi. Enfin, il y a plein de choses extraordinaires. Tu as des tortues imbriquées aussi sur le récif. Tu as des requins gris qui passent, qu'on peut observer, qui se rassemblent, pas toujours, mais qu'on peut observer quand même assez régulièrement à l'angle de la Passe également. Les gens, en fait, déjà, ils sont, pour la plupart d'entre eux, ceux que je vois passer au centre en tout cas, je dirais 95 d'entre eux, ils sont déjà émerveillés de pouvoir voir tout ça. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur le dauphin parce qu'on a été construit, en fait, culturellement autour de cet animal, pour, avoir énormément d'attentes, et cetera. Mais en réalité, je pense que ça vaut le coup de se distancier un petit peu de ce dauphin, justement. Si tu as des dauphins, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, tu es content et profiter de tout ce qu'il y a à voir à côté. On a une visie incroyable, quoi, la plupart du temps. La topographie du site, elle est extraordinaire, c'est hyper impressionnant. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu peux, j'en sais rien moi, croiser, un banc de raies léopards, de 30 raies léopards. Tu peux, tomber sur un requin-tigre, voilà, tu vas faire 20 plongées, peut-être pendant 20 plongées, tu vas voir 19 fois, aucun requin-tigre et puis pouf, sur la 20e plongée, tu vas tomber sur un requin-tigre, tu vois? C'est vraiment, c'est incroyable. Donc je pense que voilà, il faut juste, réapprendre notre relation à la plongée. Oui et non, parce que souvent les gens qui plongent, en fait, ils vont plonger ailleurs dans le monde et ils vont pas forcément s'attendre à voir des dauphins ailleurs dans le monde. Ils viennent plonger à Rangiroa, je pense pas que pour les dauphins non plus, ni que pour les requins marteaux. Tu peux avoir certaines personnes qui viennent une journée, qui font 2 plongées, qui s'attendent à voir des dauphins et ils ont pas vu des dauphins. Alors tu sens un peu la déception et tout, mais à côté, ils sont quand même contents d'avoir vu, des énormes napoléons, ils sont contents d'avoir vu des barracudas. C'est pas des vraies déceptions, tu vois, où les gens, genre: «Remboursez mon voyage, au secours», voilà, c'est pas ça. Je pense qu'il y a tellement de choses autour, en fait, à valoriser que, c'est pas peut-être aussi blanc ou noir que, bah, quand tu pars pour une sortie baleine, voilà, que la seule chose peut-être que tu vas avoir sur ta sortie, c'est des baleines, parce que c'est vraiment l'objectif de la sortie et du coup, bah, quand on voit pas, bon, il y a pas eu de baleine. Bon, voilà, ça fait partie de la nature. Quand tu plonges sur la zone de Tiputa, tu sais que tu peux avoir la chance de voir des dauphins, mais tu sais aussi que tu plonges pas forcément pour voir des dauphins. Voilà. Nous, c'est le message en tout cas qu'on essaye de faire passer. Moi, quand on était allés à La Réunion pour la première fois, papa et Lucie, ils avaient commencé à plonger. Ils m'avaient dit, «Ah, on a vu ci, on a vu ça». Donc ils m'ont dit: «Est-ce que tu veux essayer de plonger?» Donc j'ai dit: «Oui», on a fait une plongée test et j'ai bien aimé. On avait vu quelques poissons et le jour d'après où j'ai fait ma deuxième, bah, là, on avait vu une tortue et bah, c'était vraiment beau parce qu'elle est passée à côté de nous et elle a nagé, elle est repartie à côté. Bah, ouais, c'est génial. Il y a tellement de belles choses à voir dans l'eau, en fait, même les toutes petites choses. Il y a des gens, ils sont passionnés par les toutes petites choses. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas l'œil à ça. J'ai tellement habitué mon œil, j'allais dire, à repérer les dauphins et cetera, que du coup, j'ai pas trop l'œil pour les toutes petites choses. Mais j'ai eu des volontaires qui sont venus l'année dernière, notamment, qui avaient fait, le cursus plongée bio et qui, elles, vraiment s'étaient formées à rechercher, à observer les tout petits trucs, là, sur le récif et en fait, elles m'ont moi-même formée à ça. Elles m'ont dit: «Bah, voilà, on va sortir un petit peu du gros mammifère, là, ou du gros poisson et puis on va regarder un petit peu les petites choses qui sont sur le récif et en fait, c'est génial, quoi. C'est passionnant, il y a plein de trucs. L'été dernier, on est parti à La Réunion en vacances et on y allait parce que maman est réunionnaise, mais on a aussi voulu y aller en été, même si c'est pas forcément la meilleure saison, pour voir les baleines. Et on a été chanceux, on a vu plein de baleines en surface ou lors de mise à l'eau pour les observer spécifiquement. Et puis toutes nos plongées sous-marines, on a entendu les chants des mâles et ça c'était vraiment magique
Donc, on a vécu plein de moments incroyables, mais quand on y a réfléchi après, on s'est dit que finalement, on avait peut-être aussi été une des causes du problème. Parce que il y avait toujours beaucoup de bateaux sur l'eau qui cherchent les cétacés pour satisfaire leurs clients. Alors même si nous, on s'est soucié, on a cherché un prestataire qui respectait les règles et qui était attentionné au comportement des animaux, ça nous a quand même laissé un goût amer et on se pose des questions. C'est très délicat, effectivement, mais je trouve que c'est déjà bien que tu te poses la question, en fait. C'est un premier pas qui me paraît essentiel. Ça veut dire que tu as une sensibilité déjà que beaucoup n'ont pas. Donc ça, c'est top. Bravo pour ça. Félicitations. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous, on prend l'exemple, encore une fois, de ces espèces emblématiques que sont les baleines et les dauphins, mais on a tous, je pense, conscience que on a quand même un impact en tant qu'être humain assez important sur notre planète de manière générale. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui travaille. Oui, à partir du moment où on va dans leur milieu pour les observer, on a forcément un impact sur eux. Et ça, c'est quelque chose, alors soit tu prends la décision de ne plus y aller, de ne plus sortir de chez toi quelque part parce que tu as peur d'avoir un impact sur des baleines, des dauphins, des poissons clowns, des tortues imbriquées, peu importe. Soit tu essayes de faire les choses en ayant conscience que de toute façon tu vas avoir un impact, mais en essayant de limiter ton impact. Ça, c'est mon point de vue. Clairement, les activités en fait de snorkeling avec les mammifères marins, de mon point de vue, sont encore plus impactantes que les activités de plongée sous-marine qui peuvent impliquer l'observation des mammifères marins. Pourquoi? Parce que on va avoir tendance à les suivre avec des bateaux, on sait où elles se trouvent. Le prestataire que vous avez choisi, d'après ce que tu me dis, respecter, j'imagine, les réglementations pour limiter en fait son impact sur les animaux, donc c'est très bien, mais c'est pas le cas de tous. Alors ce qu'on voit régulièrement sur la zone de Tiputa, c'est des dauphins qui vont éviter du coup les snorkeleurs dans ces cas-là, parce que soit ils sont en train de se déplacer, de socialiser, de dormir, c'est pas le moment tout simplement. Donc quand le prestataire va leur larguer en fait des baigneurs devant eux, ils vont soit plonger, sonder, soit les éviter. Et du coup, le prestataire, il va faire remonter en fait tous ces snorkeleurs à bord du bateau, ils vont repartir, ils vont continuer à poursuivre le groupe de dauphins, et puis ils vont recommencer ça 4-5 fois peut-être pour que les gens aient pu voir entre guillemets, des dauphins sous l'eau. Et ça, oui, ça a un impact, c'est clair. C'est un impact physique, hein, la présence du bateau, la présence des snorkeleurs, c'est un impact sonore aussi, tout comme les bateaux de plongée. Donc voilà, ça, il faut en avoir conscience. Après, je pense qu'il y a quelque chose de très important malgré tout, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui essayent de lancer des initiatives plus éthiques pour que nous puissions continuer à observer ces animaux dans leur environnement et avoir envie peut-être de les protéger, de protéger leur environnement, ce qui est fondamental, mais en essayant de limiter un petit peu quand même notre impact sur eux. Et je pense que c'est bien vraiment de faire la démarche d'aller rechercher en fait ces prestataires-là. Alors je ne sais pas comment vous avez trouvé le prestataire avec lequel vous êtes sortis en mer. Je serais d'ailleurs intéressée à savoir comment vous l'avez trouvé, parce que c'est pas toujours évident. Souvent la concurrence est quand même assez forte en fait sur ces zones où on peut aller observer les mammifères marins. Je le vois à Rangueroy, il y a 6 centres de plongée. Quand les gens arrivent, voilà, ça va souvent être celui qui va faire la communication la plus impactante en fait, qui va toucher le plus de personnes. Mais ouais, c'est pas évident et c'est pas évident parce que les gens, ils partent en vacances, ils ont envie de se déconnecter en fait d'un quotidien qui peut être, épuisant, qui peut être, frustrant, stressant et ils ont pas forcément envie en fait de passer 3 heures à essayer de trouver, le prestataire pour aller observer les baleines ou aller observer les dauphins parce qu'ils ont pas forcément le courage non plus. Donc voilà, la communication, c'est important et c'est vrai que souvent aussi ces initiatives comme celles que vous avez choisies à La Réunion, qui permettent peut-être d'avoir une approche un peu plus éthique de la faune marine, ne sont pas celles qui sont le plus mises en valeur. Donc il faut avoir peut-être cette curiosité d'aller chercher justement la petite structure, le petit prestataire, d'aller lire un petit peu ce qui se dit sur les sites et puis peut-être les commentaires aussi. Je sais que nous, les gens qui viennent au centre de plongée, de plus en plus, quand les employés du centre demandent, ils nous disent que ils ont vu sur c'est quoi, Google Maps ou ces sites-là qu'il y avait des très bons commentaires, etc. Qu'il y avait une approche de la faune qui était comme ça leur plaisait. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus. Je pense que cette démarche, ouais, il faut la faire, quoi. C'est pas évident, hein. C'est pas facile. Il y a tellement d'offres aujourd'hui. Je veux dire, il y a pléthore d'offres en fait pour aller observer la faune sauvage partout dans le monde. Les gens n'ont pas forcément envie de faire du mal, mais comment réussir à choisir l'activité la moins impactante? C'est un gros travail de la part des gens qui veulent voyager. Alors comment vous avez fait vous? Comment vous l'avez trouvé votre prestataire alors à La Réunion? Nous, c'était en fait des gens avec qui on avait plongé la dernière fois qu'on était allé à La Réunion et avec qui on avait pu discuter. On sait comment ils travaillent. Ils ont un petit bateau avec peu de plongeurs. Ils limitent le nombre de sorties, etc. Donc on savait que voilà, ils font pas la chasse à la baleine, etc. D'accord, super.
Vous avez été heureux de vos observations? Ouais, c'était magique, Ouais, c'est joli, hein? très, très émouvant. Mais il y a justement une, baleine qui a été, appelée Moustache, dont le comportement a changé en 1 mois de temps et donc nous, pendant no on a eu une très longue interaction avec cette baleine qui était juste à côté de nous, qui nous évitait absolument pas et bah, papa a montré, certaines vidéos à Fabienne Delfour justement, qui nous a dit qu'en fait, bah, la baleine avait peut-être pas forcément envie d'être là et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on remarque sur le moment quand la baleine est juste devant nous, qu'elle passe, qu'elle fait des allers-retours et cetera et donc son comportement a changé. Il y a même des moniteurs qui, refusaient de se mettre à l'eau avec, cette baleine parce que, bah, justement, elle avait un comportement qui était, presque parfois dangereux pour, les snorkeleurs. Ouais, ouais, ouais. Et oui, avec les baleines, j'allais dire, quand on parle de dauphins de quelques centaines de kilos, c'est une chose, mais quand on parle de baleines de plusieurs tonnes, c'est encore autre chose, ouais. Effectivement. C'est très risqué, pour les baleines et c'est aussi très risqué pour les baigneurs, ouais. Mmh. Merci pour ton témoignage, en tout cas. Est-ce qu'il est possible de faire des parallèles entre le cas des dauphins de Rangiroa et d'autres espèces marines qui sont exposées au tourisme? On pense par exemple aux orques en Norvège. De plus en plus de prestataires offrent des voyages pour aller rencontrer les orques dans leur milieu naturel. C'est aussi le cas pour les dauphins de Sataya en mer Rouge, justement les baleines à La Réunion. Alors oui, on peut faire le parallèle entre Rangiroa et d'autres, endroits du monde où, on a des observations et des interactions répétées avec des mammifères marins, des cétacés notamment, des dauphins. Alors en Norvège, alors je ne connais pas personnellement en fait, la situation, norvégienne, mais j'ai des amis en fait qui travaillent là-bas et qui m'ont dit qu'apparemment c'était assez affolant, qu'il y avait vraiment, une «course à l'orque» entre guillemets, hein, notamment à certaines périodes de l'année parce que les orques à ma connaissance sont pas là toute l'année. En tout cas quand elles viennent en fait dans certains fjords, c'est du gros délire en fait, c'est vraiment du harcèlement. Donc c'est une consommation effrénée en fait, d'un animal qui est là pour une bonne raison, pour se nourrir. Donc effectivement, c'est quand même assez effrayant et c'est, un peu malheureusement la pente que prend, beaucoup le tourisme animalier de manière générale et surtout quand on parle d'espèces emblématiques comme les orques. Après l'Égypte, je ne connais pas personnellement non plus. Je connais des gens qui sont allés et j'ai vu pas mal d'images. Je sais qu'il y a des papiers scientifiques qui ont été publiés sur l'impact en fait, du snorkeling notamment, mais de manière plus générale des activités d'observation des dauphins à long bec, à Sathaya et à d'autres endroits et là-bas c'est pareil. Je veux dire Sathaya, de ce que j'ai pu lire en tout cas dans ces articles, c'est une zone de repos pour ces dauphins à long bec. Donc ils sont sans arrêt sollicités en fait sur une zone qui est, fondamentale pour eux, où ils ont besoin de dormir. Donc oui, clairement, c'est du délire, quoi. C'est préoccupant malheureusement. Alors heureusement, il y a des initiatives pour essayer de freiner ça, mais en même temps, j'allais dire, le rouleau compresseur, de la consommation, de mammifères marins dans le monde, est plus fort que les petites initiatives comme les nôtres ici à Rangiroa, par exemple, qui essayent de pas d'arrêter, mais en tout cas de mettre un frein un petit peu, à ce type d'attitude. Bah, non seulement c'est néfaste pour les animaux qui sont ciblés évidemment, mais c'est qu'en termes économiques, tout le monde risque de tuer la poule aux œufs d'or. Au bout d'un moment, si les animaux, ils sont trop, dérangés, ils peuvent quitter une zone qui est pourtant une zone, privilégiée pour eux. Ils peuvent, aussi, bah, ce qu'on voit donc à Rangui, on a vu des dauphins, rentrer en collision avec des bateaux, blessés par des hélices et cetera. Il y en a peu des dauphins sur la zone de Tiputa. On a 25 dauphins. Il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé, il y avait 30 individus. Ça a été à peu près stable pendant une dizaine d'années. Depuis 5 ans, on est tombé à 25 dauphins. Faut voir comment ça évolue et quelles sont les causes de cette baisse, d'effectifs au sein de la communauté. Mais bon, au bout d'un moment, peut-être que, bah, les individus, qui sont trop exposés vont, quitter la zone. Ça a été mis en évidence en Australie notamment. Est-ce que tu penses que le tourisme animalier pourrait avoir un impact positif si jamais il était vraiment bien réglementé et que ces réglementations étaient suivies, dans le sens où en fait les gens seraient plus sensibilisés et donc auraient plus envie de protéger les espèces qu'ils auraient vues? Oui, tout à fait. De manière générale, toute activité a des impacts positifs et des impacts négatifs et le tourisme animalier, s'il est géré de manière un peu plus raisonnable et éthique, a des impacts positifs qui pourraient, surpasser en fait ces impacts négatifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc oui, oui, tout à fait. Tu as évoqué tout à l'heure le programme de volontariat de ton association. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Parce que ça va faire rêver beaucoup les gens, mais on imagine que vous êtes obligés de faire un certain tri. Alors oui, en fait, nous déjà premier tri, c'est plutôt en termes de niveau de plongée.
pour que les gens puissent être à l'aise sur la zone de Tiputa et nous aider à collecter des données sur les dauphins, qu'ils aient quand même une petite expérience de la plongée en mer. Nos contraintes, elles ne sont pas si importantes en réalité. On demande aux gens d'avoir un minimum un niveau 1 ou une certification open water avec un minimum de 20 plongées déjà effectuées en milieu océanique ou marin, pour avoir l'habitude évidemment peut-être au moins des vagues, de la houle, ce genre de choses, quoi, ne pas être surpris en arrivant sur le spot. Sinon, en termes de profil, d'âge, on prend les gens quand ils viennent seuls à partir de 18 ans. Quand on a des mineurs, en fait, on demande à ce qu'il y ait un adulte responsable qui les accompagne. Après, au niveau du profil, du background, on a des gens, en fait, qui ont des profils extrêmement variés. On a des jeunes étudiants qui sont plutôt dans un parcours biologie marine. On a des personnes qui sont déjà dans la vie active, qui ont des emplois qui n'ont absolument rien à voir avec l'environnement marin, qui sont médecins, qui travaillent dans un resto, voilà, qui travaillent dans une banque. Voilà, c'est des choses assez variées. Et sinon, en termes d'âge, cette année, on a eu 2 femmes qui avaient entre 60 et 65 ans, mais qui étaient hyper actives, assez sportives. Donc voilà, c'est pareil, l'âge, bon, je dirais que peut-être à partir d'un certain âge, quand même, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, ça dépend vraiment, ça va plus dépendre des aptitudes physiques des gens, j'ai envie de dire, et de leur niveau en plongée sous-marine, en réalité. Et il faut rester combien de temps? Alors nous, on propose des missions de 2 semaines. 2 semaines, c'est un timing qui est pas mal. En gros, les volontaires viennent, ils sont logés dans une pension locale, en demi-pension. Ils ont aussi des sous, en fait, pour la prise en charge de leur déjeuner. Ça leur permet en 2 semaines, en fait, de se familiariser avec les lieux, de se familiariser avec l'équipe, l'équipe du centre de plongée, l'équipe de la pension, et cetera. De se familiariser avec la problématique. On les forme sur des questions, en fait, déjà essentielles, dont il faut connaître les réponses pour pouvoir participer à la mission. Et ça leur permet aussi, alors ils font 10 plongées avec nous. Alors déjà, pour pouvoir collecter des données régulières et un nombre de données suffisantes sur les dauphins dans l'année. Et aussi parce que sur 10 plongées, tu peux voir différents aspects, en fait, de la zone de plongée. Tu verras peut-être des dauphins sur, j'en sais rien, moi, une semaine, et la semaine suivante, tu les verras pas. Donc ça permet aussi quand même aux gens d'apercevoir au moins ou de voir un peu les dauphins. Et alors comment ils s'impliquent? Donc ils plongent, ils se forment, ils nous aident à archiver les données, ils nous aident à collecter les données. Beaucoup de partage d'expérience aussi. Là, par exemple, sur la dernière mission, j'ai eu une volontaire, Cécile, qui, elle, travaille dans la communication. Et du coup, elle m'a dit: «Non, mais moi, je vais t'aider. Faut que tu fasses ça, 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 pour mieux communiquer sur ce que vous faites ici sur Anguillois, sur les problématiques liées aux interactions de dauphins-plongeurs, etc.» Donc le partage, ça va vraiment dans les 2 sens. Et c'est vraiment top, c'est sympa. On collecte aussi des données depuis la Terre. Quand les conditions sont propices, en fait, on a un gros appareil photoréflexe avec un zoom qui nous permet, en fait, depuis la Terre, de pouvoir photographier les dauphins quand ils viennent surfer et sauter dans les vagues de la passe de Tiputa, dans le Mascaret. Et du coup, après coup, tous ensemble, on va analyser aussi ces images pour savoir combien de dauphins on a vus, qui sont les dauphins qu'on a vus, etc., etc. En plongée, on va faire un peu la même chose. On va aussi s'intéresser au comportement des dauphins. Voilà, ils se comportent de telle manière, pourquoi, etc. Il y a tout ce travail de formation, j'allais dire, et d'implication des volontaires dans notre travail sur les dauphins ici sur Anguillois. L'échange, puisque les volontaires apportent aussi de leur expérience et de leurs compétences. Et l'avancée, en fait. Nous, ça nous permet de continuer à collecter des données aussi, de manière assez régulière, des données qui après sont valorisées à travers soit des articles scientifiques ou des articles plutôt grand public, des conférences, puisque là, on va recommencer aussi les conférences sur les dauphins dans pas très très longtemps. Donc voilà. Bah écoute, on va postuler, on arrive, hein. Vous arrivez tous les 2 avec votre sac à dos? Tous les 4, avec maman et Gabin. Bah non, moi, j'ai pas de niveau 1. Ah mais oui, c'est vrai, zut! Va falloir attendre un petit peu. Ah mince. Bon bah bientôt alors. Oui, avec grand plaisir. Alors maintenant, on va passer à la partie plongée. Gabin a plein de questions pour toi. OK. À quel âge as-tu commencé la plongée? Ah moi, je suis un super mauvais exemple, en fait, parce que la plongée, je l'ai découverte un petit peu sur le tard. C'est le papa de ma fille qui, quand je suis arrivée en Polynésie, m'a dit, moi je connaissais pas du tout la plongée à l'époque. Il m'a payé un niveau 1 de plongée, en fait, pour mon anniversaire, si je me souviens bien. Il m'a dit: «T'es en Polynésie, tu vas voir, ça va te plaire et tout, t'es assez aquatique, etc. Allez, vas-y, va passer ton niveau 1 de plongée à Moorea». Donc j'ai passé mon niveau 1 de plongée à Moorea. J'ai trouvé ça top. Franchement, j'ai beaucoup aimé, en fait, cette manière de pouvoir observer, alors même pas les dauphins, en fait, à la base, je pensais pas du tout aux dauphins, mais observer les poissons. Je trouve que tu as quand même une relation, entre guillemets, avec les poissons qui est très différente en snorkeling et en plongée sous-marine. Tu as l'impression de moins les embêter, les poissons. Alors évidemment, quand tu vas pas dessus et que tu essaies de les tripoter, mais en tout cas, quand tu es juste là dans leur environnement, que tu essaies de faire discret,
en plongée, je trouve que tu peux les observer beaucoup mieux en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vachement sympa, de pouvoir avoir cette vision un peu plus détaillée des poissons, de regarder leur comportement et tout. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après, on est allé sur Anguillois et c'est une fois sur Anguille que je me suis dit: «Bah tiens, je vais passer un niveau 2, allons-y». Donc j'ai passé mon niveau 2 et mon niveau 3 en fait de plongée à Anguillois. Et là, plus récemment encore, j'ai passé un niveau 4 en fait pour, augmenter, mon autonomie en gros dans l'eau. Donc voilà, moi j'ai vraiment, c'était pas une passion initiale pour la plongée en fait qui m'a amenée à la plongée, c'était vraiment un concours de circonstances. Et après c'est vrai que quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cas des dauphins à Rangiroa, je me suis dit: «Bon, ça vaut quand même le coup, d'avancer, un peu plus dans mes niveaux parce que ça va me donner plus d'autonomie en fait et plus d'aisance pour pouvoir, collecter les données sur les dauphins». Combien tu fais de plongées et est-ce que tu continues à les compter? Oh là là, j'en sais rien du tout, je peux pas te dire. À l'époque, quand j'ai passé mon niveau 1, il y a le carnet de plongée Tahiti, tu sais, avec la photo du Napoléon dessus. À l'intérieur, tu as une soixantaine de plongées que tu peux rentrer. Et en fait, quand j'ai passé mon niveau 1, donc j'ai eu le carnet de plongée Napoléon de Tahiti. Et j'ai commencé à rentrer les plongées les unes après les autres dans le carnet. Donc c'était une soixantaine. Et après ça, en fait, j'ai complètement arrêté. Donc ce que j'ai fait, par contre, quand je fais des plongées, je continue à les noter malgré tout dans des bases de données. Parce que c'est des plongées en fait qui vont être utilisées même s'il n'y a pas d'observation de dauphins pour des analyses après, hein, au sujet peut-être de la présence-absence des dauphins en plongée sous-marine. Mais en tout, je suis incapable de te dire combien, j'en sais rien, je sais pas, franchement. Depuis le temps, je pense quand même pas mal. Là, cette année, j'ai pas énormément plongé par contre. Cette année, j'ai fait en tout et pour tout, non franchement, j'ai pas beaucoup plongé cette année, j'ai peut-être fait, même pas 150 plongées, je crois. Parce que cette année, j'ai finalisé ma thèse de doctorat et tout, j'étais la tête dans autre chose, quoi. Franchement, je sais pas, je peux pas te dire. Quelle a été ta plongée la plus longue et la plus profonde? Alors, bonne question. La plus profonde, bon alors maintenant ça se fait plus trop. Là sur la zone de Tiputa, dans les plongées recadrées en fait par les moniteurs, généralement ils descendent pas au-delà de 40 mètres. La plongée la plus profonde que j'ai fait, je crois que c'était la plongée, pour mon niveau 3. On était descendu sur, la marche là à Tiputa, c'était un peu plus de 60 mètres, je crois, si je me souviens bien. Ça, c'était la plus profonde. C'est le truc que tu fais une fois et en plus pour observer les dauphins sur la zone de Tiputa, tu pas besoin de descendre aussi profond, quoi. Entre 0 et 20 mètres déjà, c'est largement suffisant. Après pour les requins gris, ça peut être intéressant de descendre un peu plus, d'aller à 30-40 mètres. Et la plus longue, bonne question, en plus c'est vrai que moi je consomme pas énormément sous l'eau, mais comme je plonge en fait la plupart du temps avec des palanquets, du centre, donc des palanquets qui sont guidés par un moniteur du centre de plongée, les plongées généralement elles durent 50-60 minutes, les plongées, qu'on fait sur la zone de Tiputa avec les plongeurs qui viennent plonger avec nous au centre, donc dans un cadre touristique. Après, à titre personnel, j'avais plongé aux Marquises aussi beaucoup. Super jolies les Marquises également. Je sais pas, peut-être 1 heure et demie. La plongée la plus longue que j'ai faite, quelque chose comme ça, je pense. Ouais. À l'air, hein, attention. Tu as déjà eu une panne d'air? Non, ça m'est jamais arrivé. Alors, une fois, il y en a une qui a été induite volontairement quand même par mon moniteur quand je passais mon niveau 2. Il a fait exprès à un moment, mais je crois qu'on n'était même pas exactement arrivé au bout. Je sais plus ce qu'il a fait exactement. Mais ouais, non, la panne d'air, j'ai aucun souvenir, non. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à très peu consommer sous l'eau. Donc la plupart du temps, en fait, les autres plongeurs vont arriver au bout de leur air, entre guillemets. Hein. On va pas attendre la panne d'air, évidemment, pour remonter. Vont arriver dans la zone des 50 bars avant, quoi. On a déjà reçu Jean-Marie de la Mokaran Protection Society et Antonin Gilbert pour la mission Tamataroa qui étudie le grand requin marteau. Est-ce que tu as déjà vu un requin marteau en plongée? Alors oui, j'ai déjà vu à plusieurs reprises un grand requin marteau en plongée. Alors c'est vrai que moi je ne fais pas, comme c'est le cas d'Antonin par exemple, des plongées dédiées spécifiquement à l'observation des grands requins marteaux. Donc c'est pas tout à fait le même profil de plongée quand même. En plus eux ils plongent en recycleur. Donc moi les grands requins marteaux je vais plutôt les observer, alors vraiment j'allais dire de manière opportuniste, sur des plongées plutôt dédiées à l'observation des dauphins. La première fois que j'ai vu un grand requin marteau sur la zone de Tiputa par contre je m'en rappelle, ça je peux te le raconter, c'était il y a une quinzaine d'années. C'était une de mes premières plongées d'ailleurs sur la zone de Tiputa. On venait juste de s'immerger dans le bleu. On s'immerge, il y a des requins gris qui nous remontent dessus. Et là, d'un seul coup, on était mis dans 5 mètres d'eau. Hein. Tous les requins gris ont disparu. D'un seul coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a baissé les yeux comme ça, on a vu qu'il y avait un grand requin marteau qui était en train de nous remonter dessus. Et je peux dire que c'était assez impressionnant quand même. Alors, il n'est pas remonté évidemment jusqu'au bout, hein, mais c'était assez impressionnant de voir cet animal très très grand en fait remonter des profondeurs comme ça. Avec la lumière, en plus c'était le matin, il y avait une très très jolie lumière. Je me rappelle très très bien en fait de cette première observation de grand requin marteau en plongée sur la zone de Tiputa. Je me souviens aussi en avoir vu, ça c'était impressionnant également, quand on était en voilier,
Et des fois qu'on naviguait aux abords justement de la zone de Tiputa, parfois avec la petite annexe en fait qu'on traînait derrière le voilier. Je me souviens une fois avoir vu apparaître derrière l'annexe un immense aileron dorsal en fait qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et en fait, j'étais montée au niveau du premier étage de barre de flèche pour voir. Il y avait un grand requin-marteau qui suivait l'annexe. En fait, c'était vraiment impressionnant. Ça remonte. Hein. C'était vraiment au début, quand je suis arrivée sur Anguillois, il y a plus de 15 ans maintenant. Et là, dernièrement, en août, non, c'était en septembre. Parce que moi, des requins-marteaux, je n'en vois pas énormément. Ma dernière observation de grand requin-marteau, ça doit remonter au mois de septembre cette année, sur le récif, donc dans vraiment peu d'eau, dans une quinzaine de mètres d'eau. Il y avait justement des dauphins qui passaient. Donc moi, j'étais en train de filmer les dauphins. Et puis d'un seul coup, je baisse la tête et je vois qu'il y a un requin-marteau qui nous remonte dessus en même temps. Donc il est vraiment remonté le long du tombant comme ça. Il est passé assez proche et hop, après il a suivi le long du tombant. Mais sinon, non, j'en observe pas énormément. Vu le nombre de plongées que je fais, j'en vois quand même. Mais par rapport à des personnes qui vont vraiment plonger spécifiquement pour observer des grands requins-marteaux, non, j'en observe quasiment pas, quoi. Est-ce que le fait de plonger en recycleur change le comportement des dauphins sous l'eau? Ah bah c'est une bonne question, je n'en sais rien, puisque je ne plonge pas en recycleur. Donc je ne peux pas te le dire. Après, les dauphins, ils n'ont pas l'air d'être hyper dérangés par les circuits ouverts. Hein. Je veux dire, on voit régulièrement des jeunes dauphins qui viennent s'amuser dans les bulles des plongeurs, qui viennent au-dessus, qui viennent s'amuser dans les bulles. Ils jouent un peu à Pac-Man avec les bulles, là. Donc, non, ça n'a pas l'air de trop les déranger. Alors, je sais pas quel était exactement le sens de ta question, mais moi, en tout cas, comme je ne plonge pas en recycleur, je peux pas vraiment te faire une comparaison entre plonger circuit ouvert, plonger circuit fermé. Je peux pas. Désolée. Est-ce que tu aurais envie de te former au recycleur? Est-ce que j'aurais envie de me former au recycleur? C'est une bonne question. Mais je pense que ça dépend des objectifs, en fait. Je pense que ça peut être intéressant, évidemment. Pour l'instant, mes objectifs en termes de recherche sur les dauphins ne le nécessitent pas. Donc, à ce titre, je ne pense pas le faire, en tout cas dans un futur proche. Mais de ce que j'ai compris, en tout cas pour observer la faune et puis notamment faire des images, c'est quand même assez intéressant de plonger en recycleur, effectivement. J'ai vu de très très belles images là d'un ami de mon compagnon, là, Christian, qui plonge en recycleur. Notamment, non seulement de grands requins-marteaux, mais de raies léopards aussi, qui viennent tourner proches là, en recycleur. Et c'est vrai que c'est très très beau. Tu as une vision, j'ai l'impression, des animaux, en tout cas de certaines espèces, que tu n'auras pas quand tu plonges en circuit ouvert, comme c'est notre cas pour les dauphins. Quel est ton animal sous-marin préféré? Oh bah alors, quelle question. J'allais dire spontanément le dauphin, mais bon, c'est pas très original quand même. Hein. Après, sur la zone de Tiputa, j'adore les carangues, j'adore observer les carangues. Je trouve que c'est des poissons assez fascinants. Il y a plein d'espèces là qui vivent sur la zone. C'est des poissons qui sont très beaux. Quand on fait des plongées sunset, on les voit des fois qui partent en chasse. Je trouve que c'est des poissons assez majestueux, assez fascinants, quoi. J'aime beaucoup ces poissons-là. Toutes espèces confondues de carangues. Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué? Je vais partir dans un passé proche. Ce sera plus facile pour moi. Et je vais repartir dans les dauphins. Alors, dauphins et non-dauphins aussi. Moi, j'ai 2 plongées là récemment que j'ai faites que j'ai trouvé quand même assez sympa. Il y en a une où on a passé 40 minutes avec les dauphins. Et ça, c'était rigolo parce que ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et notamment avec Zip, cette fameuse femelle, en fait, qui était fascinée par le hublot-bulle, là, du caisson. Et ça faisait longtemps, en fait, que je l'avais pas eu en interaction, cette femelle dauphin. Et là, quand j'ai eu ma dernière équipe de volontaires, en fait, c'était fin octobre, on l'a eue, elle est venue avec sa fille. Et elles ont passé 40 minutes à jouer autour de nous. Donc nous, on restait discrets et tout. Et puis elle s'éclatait. On voyait vraiment qu'elles s'éclataient toutes les deux. Après, ça remontait en surface, ça se ventilait, ça redescendait, elle nous tournait autour et tout. C'était vraiment très sympa, très rigolo. Et j'étais très contente que mon équipe de volontaires puisse voir ça également. T'es toujours content, je pense, quand tu travailles sur quelque chose et que t'es passionné par quelque chose, de pouvoir le partager avec les personnes qui viennent pour donner de leur temps et de leur énergie. Et il y en a une autre que j'ai faite aussi avec mes volontaires, du coup, c'était le banc de barracuda, là, qui était magnifique. Ce fameux banc de barracuda sur la zone de Tiputa, qui est régulièrement observé à l'angle de la passe. Et là, on avait des conditions, je veux dire, tout était réuni. On avait la lumière, la visibilité. C'était incroyable, une visite de fou, une lumière incroyable. Et on est tombé sur le banc de barracuda, du coup, à l'angle de la passe. Et on avait des centaines, des centaines, des centaines. C'était un banc hyper compact qui allait entre, 5 mètres et 40 mètres peut-être. Vraiment étendu, quoi, dans la colonne d'eau. Et on est resté vraiment très discret avec le moniteur, un petit peu en dessous, juste à côté. Et en fait, on s'est fait les plus petits possibles. Et à un moment, les barracudas, ils ont commencé à nous entourer, à nous encercler. On s'est retrouvés vraiment au milieu du banc de barracuda, avec cette lumière et ces centaines de poissons. Et c'était incroyable, c'était vraiment magique, quoi. T'as vraiment l'impression d'être sur une autre planète. C'est magnifique. As-tu une anecdote marquante à nous partager issue de tes plongées d'observation avec les dauphins? Très bonne question. Une anecdote. Alors moi, je trouve ça sympa quand les dauphins ils jouent avec les éponges, tiens. Ça, c'est quelque chose que je trouve rigolo.
Ça arrive de les voir en fait à l'angle de la passe de Tiputa. Donc on a le récif qui est un petit peu plus élargi. Je suis pas une spécialiste des éponges, hein, mais on voit 2 grands types d'éponges. Il y a des éponges marron un petit peu molles. Il y a des éponges vertes un petit peu rugueuses en fait. Je crois que ça fait partie du genre Dactylospongia. Je m'étais renseignée quand même, j'avais regardé, même si j'y connais pas grand-chose. Et ces éponges vertes un peu rugueuses, souvent, elles vont partir comme ça, pas très très haut, hein, mais en direction de la surface, en faisant des petites collines. Et les dauphins, ils adorent venir frotter le bout de leur museau en fait sur ces éponges. Donc parfois, quand on est sur le récif, à cet endroit, tu vas avoir un dauphin qui va arriver, puis peut-être suivi d'un autre et de 2 autres. Et ils vont tous se positionner à la verticale comme ça, tête en bas. Ils vont choisir une éponge et ils vont se mettre à frotter en fait le bout de leur rostre, le bout de leur museau sur les éponges. Et ça, je trouve ça assez sympa, c'est très rigolo à voir. Bon, alors pour les éponges, ça va être moins sympa, je pense. Parce que des fois, ils y vont quand même un peu fort et du coup, ils vont arracher la partie supérieure des éponges. Et d'ailleurs, après, on peut les voir qui s'amusent avec les éponges dans la colonne d'eau, qui vont aller mâcher l'éponge comme un chewing-gum, etc. Mais ça, c'est assez sympa. J'aime bien les voir interagir avec leur environnement autre, on va dire, que activité humaine aussi. C'est hyper intéressant. Tu as étudié les dauphins, mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec un dauphin dans une situation où tu t'es dit qu'il pourrait y avoir un problème ou un danger? Oui, c'est déjà arrivé sur la zone de Tiputa notamment. Alors, je vais parler d'abord de la zone de Tiputa et puis après, je vais reparler de ces dauphins solitaires là. Sur la zone de Tiputa, ouais, un mâle, plusieurs même, hein. Il y a Léo, Malik et TK. Donc il y a ces 3 mâles-là qui, plusieurs fois, ont eu des comportements, j'ai trouvé, assez intimidants vis-à-vis des palanquets, où je me suis dit: «Ouh là là, là, bon, bah, voilà, tu bouges pas, tu attends que ça passe et puis tu croises les doigts, quoi». C'est un peu être au mauvais endroit au mauvais moment, où l'animal, tu sens qu'il est vraiment, agressif et intimidant et que, du coup, tu es là, donc il va aller décharger ça sur toi. Et bon, ça s'est jamais terminé, de manière, dramatique, heureusement. Et après, quand j'avais interagi avec ces dauphins solitaires là, dont je vous parlais un moment, en fait, les dauphins solitaires, souvent, comme ils socialisent pas avec des cons spécifiques, donc des compagnons de leur propre espèce, ils vont avoir tendance à décharger notamment des comportements sexuels en fait sur d'autres éléments de leur environnement. Et je me souviens d'un dauphin comme ça qui a eu un comportement sexuel assez insistant, voire agressif. Alors ça devait être entre du sexuel et de la dominance avec moi dans l'eau, un dauphin solitaire. Et là, tu te dis, bah, tu réfléchis pas en fait. Là, j'avoue que je me suis rapprochée du rivage, je suis sortie de l'eau, quoi, parce que c'était quand même assez impressionnant et très brutal. Et ça arrive assez régulièrement avec ces dauphins solitaires, en fait, hein. Donc moi, je l'ai vécu à titre personnel. C'est vrai que c'est pas très agréable. C'est là que tu te dis que c'est des animaux qui sont très puissants aussi et qui peuvent faire de toi ce qu'ils veulent, quoi. Donc on est quand même assez vulnérable dans leur milieu. Mais ouais, il y a déjà eu des cas comme ça en milieu naturel. J'avais vu des vidéos, alors pas que des dauphins mâles, des dauphins femelles aussi. Comportement sexuel assez insistant, intrusif, comportement agressif aussi. Une femelle dauphin qui charge en fait des baigneurs et qui leur pète des côtes, des bras, ce genre de choses, ouais. Ouais. Quel conseil donnerais-tu aux étudiants qui aujourd'hui aimeraient s'orienter vers des études afin de faire un travail comparable au tien? Bah, je pense qu'il faut pas attendre que ça tombe tout cuit évidemment, parce que c'est quand même un parcours assez particulier et qui est pas très valorisé à l'heure actuelle. Je veux dire, on va pas forcément valoriser les gens qui partent dans des choses un petit peu atypiques. Bah, voilà, moi je vais aller étudier, j'en sais rien, moi, l'impact du tourisme animalier sur les dauphins ou sur les gorilles ou peu importe, sur une espèce emblématique. Au niveau environnemental, de manière générale, en fait, tout ce qui a trait au niveau environnemental et qui n'a pas une visée économique et pas hyper valorisé. Donc ouais, il faut pas hésiter à foncer, bah, à faire preuve d'audace, parce qu'on en parlait, à se créer aussi ses propres opportunités, à se rapprocher de personnes qui travaillent, dans ces milieux-là, qui peuvent peut-être vous apporter des conseils aussi. Le parcours sera pas facile, sera semé d'embûches, ça c'est clair. Mais bon, dans tous les cas, il faut garder une vision constructive et bienveillante, de tout ce qu'on rencontre, de tout ce qu'on voit et on a envie de faire quelque chose pour essayer de limiter notre impact sur l'environnement, d'améliorer nos relations avec la faune sauvage. Des fois, on peut se sentir désespéré, surmené, on peut avoir l'impression que ça n'aboutira jamais, etc. Mais je pense que bah, des personnes comme vous ou des personnes comme toutes ces personnes en fait qui ont mis en place des initiatives pour essayer de mettre leur petite pierre à l'édifice sont des personnes hyper importantes. Et il faut pas l'oublier ça, voilà. Il faut toujours rester fidèle à ses principes et faut pas perdre espoir, quoi. Et faut pas hésiter aussi à se mettre en réseau, pas rester tout seul, je pense, dans son coin, parce que ça peut être un peu compliqué quand on est tout seul. Faut pas hésiter à vraiment rencontrer des gens, à s'associer, à faire des trucs ensemble, quoi. Ça, c'est hyper important, je pense. Quels sont tes futurs projets? Alors là, dans un futur proche, c'est vraiment de redynamiser toute la partie sensibilisation, éducation en fait de l'association Dauphins de Rangirois, de mettre à profit un peu toutes ces connaissances scientifiques qui ont été acquises, notamment dans le cadre de la thèse. Ils sont toujours acquises sur les dauphins dans le cadre de l'association, puisqu'on continue à faire un suivi des dauphins, pour les partager, pour sensibiliser auprès de différents publics.
Et notamment dans le cadre de conférences, là, à partir de 2025, l'idée, c'est vraiment de réorganiser des conférences au moins hebdomadaires, une fois par semaine, pour tout le monde, quoi. Pour partager tout ça, échanger, essayer de voir ce qui peut être mis en place. Des fois, ça peut être fatigant, mais il faut toujours avancer de manière constructive, en fait, et positive malgré tout en étant réaliste. N'hésite pas à nous en faire part si tu fais des conférences, etc. On sera ravis de, à notre échelle, en parler aussi. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Ah, bah écoute, quand tu veux. Moi, je suis à Rangui de toute façon. Bon, là, je suis à Tahiti temporairement pour une semaine. C'est très rare que je vienne à Tahiti, hein, mais là, j'y suis. Mais je retourne à Rangui, en fait, la semaine prochaine. Donc, après, j'y reste. Donc, voilà. Quand vous voulez, quand vous passez sur Rangui, vous faites signe et puis on y va. Carrément. Est-ce que Kim, ta fille, est plongeuse? Ah, ça, c'est une très bonne question. Pas du tout, en fait. Ma fille est très à l'aise dans l'eau. Elle est dans l'eau depuis qu'elle est toute bébé, puisqu'elle est quasiment née sur un bateau. Elle a vécu pendant plus de 10 ans en bateau. Elle adore le snorkeling, mais par contre, la plongée sous-marine, c'est pas son truc. Alors, elle a fait plusieurs baptêmes. Elle a fait un peu comme Gabin. Elle a dû faire, je sais pas, peut-être 4-5 baptêmes, je pense, dans sa vie, dans différentes îles. Ça fait plusieurs fois qu'on lui dit, mais viens, passer ton niveau 1 avec nous, là, quand t'es en vacances à Rangui, passe ton niveau 1, passe ton niveau 1. Mais non, c'est pas son truc. Voilà. Ça viendra peut-être un jour. Peut-être. Mais après, c'est rigolo les référentiels aussi, parce que comme elle est née en Polynésie et qu'elle a grandi ici, il y a des choses qui, pour nous, qui sommes nés, alors je sais pas où vous êtes nés les enfants, mais moi je suis née en région parisienne. Moi aussi. J'ai grandi en région parisienne. Donc forcément, tout ce qui était baleine, raie manta, dauphin, etc., c'est hyper exotique en fait. Et des animaux, waouh, on n'imagine pas qu'on puisse un jour les voir dans leur milieu. Par contre, elle, ça fait partie de son quotidien depuis qu'elle est toute petite. Donc en fait, je pense que ça la fascine pas autant que ça peut nous fasciner nous. Par contre, je me rappelle, la première fois qu'on est allé aux Marquises et qu'elle a vu des vaches, elle a halluciné sur des vaches. Voilà, tu vois, donc c'est pour dire quoi. Merci beaucoup Pamela, tu nous as appris plein de choses avec cette interview, que ce soit des dauphins, de la plongée, etc. Alors on espère te revoir en plongée et merci beaucoup. Salut! Un grand merci à vous deux les enfants, Gabin, Lucie. Franchement, je suis très très contente d'avoir pu passer ce moment avec vous. Je trouve ça génial en fait, tout ce travail d'investigation et cette curiosité dont vous faites preuve. Franchement, bravo, félicitations, continuez comme ça. Merci à toi aussi. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.